Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Repenser la PROBLEMATIQUE et la thérapie des TOC. Essai de psychothérapie intégrative. Section 1. MODELISATIONTHEORIQUE des TOC. Chapitre 1. Nouvelle modélisation de la problématique des TOC. Tout ce qui est intéressant se passe dans l'ombre. On ne sait rien de la véritable histoire des hommes. Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. La multiplicité des manifestations de la névrose de contrainte est si prodigieuse qu'aucun effort n'a encore réussi à donner une synthèse cohérente de toutes ces variations. Sigmund Freud, Inhibition, symptômes et angoisse, 1926. Nosographie. Effectuons d'abord quelques brefs rappels nosographiques. Je vais prendre provisoirement une posture très diagnostique, inspirée du DSM-4. Le TOC est une maladie psychiatrique fréquente qui touche environ 2 à 3% de la population adulte, et également de nombreux enfants ou adolescents. C'est le 4e motif de consultation après les phobies, les dépendances toxiques et les dépressions. Ce motif concerne 17% des consultations français libérales. Ce pourcentage est proche de celui que je constate dans mes consultations, 12%. Le début du trouble se situe, généralement vers la grande adolescence et peut durer de longues années. Mais un tiers des TOC s'annonce durant l'enfance. Le TOC appartient à la catégorie des troubles de l'anxiété. C'est un trouble très invalidant car les sujets passent un temps considérable, jusqu'à 80% de leur temps, à développer pensées obsessionnelles et rituelles. Marie-France, secrétaire, 50 ans, au moment où elle vient me voir pour des TOC de vérification, passe 70% de son temps à vérifier la présence dans sa maison de petites bêtes et au travail de papiers inopportuns dans les dossiers bancaires traités. Les sujets vivent une souffrance intolérable liée à une rigidité mentale et comportementale aussi stérile qu'épuisante, souffrance qui les fait souvent sombrer dans la déprime. Le TOC, comme l'acronyme l'indique, comporte 2 versants, un versant obsessionnel et un versant compulsif. Le DSM-4 définit l'obsession par 4 propositions. 1. Pensée, impulsion ou représentation récurrente et persistante qui à certains moments de l'affection, sont ressenties comme intrusives et inappropriées et qui entraînent une anxiété ou une détresse importante. 2. Les pensées, impulsions ou représentations ne sont pas simplement des préoccupations excessives concernant les problèmes de la vie réelle. 3. Le sujet fait des efforts pour ignorer ou réprimer ses pensées, impulsions ou représentations ou pour neutraliser celles-ci par d'autres pensées ou actions. 4. Le sujet reconnaît que les pensées, impulsions ou représentations obsédantes proviennent de sa propre activité mentale. Elles ne sont pas imposées de l'extérieur comme dans le cas des pensées imposées. Chacun de ces symptômes suscite des peurs. C'est pourquoi on pourra les nommer par peur de. Ce sont des pensées qui font peur. Ce même DSM-4 définit la compulsion par 2 propositions. 1. Comportement répétitif, lavage des mains, ordonnancement, vérification, ou actes mentaux par exemple. Prier, compter, répéter des mots silencieusement, que le sujet se sent poussé à accomplir en réponse à une obsession ou selon certaines règles qui doivent être appliquées de manière inflexible. 2. Les comportements ou les actes mentaux sont destinés à neutraliser ou à diminuer le sentiment de détresse ou à empêcher un événement ou une situation redoutée. Cependant, ces comportements ou ces actes mentaux sont soit sans relation réaliste avec ce qu'ils proposent de neutraliser ou de prévenir, soit manifestement excessifs. Les obsessions les plus fréquentes touchent à des thèmes aussi variés que la contamination, l'ordre, la symétrie, l'exactitude, l'agression, la sexualité, la possession d'objets, la croyance religieuse, la perfection, la maladie. Les compulsions les plus fréquentes sont des actes physiques ou mentaux visant à laver, vérifier, répéter, compter, ordonner, ranger, collectionner, accumuler. Les 2 premières, à savoir les compulsions de lavage et de vérification, sont de loin les plus fréquentes. Dans 80% des cas, obsession et compulsion sont associées. Les secondes visent dans la théorie classique à réduire l'anxiété liée aux premières. Dans 20% des cas, les obsessions sont présentes seules, elles font l'objet d'une lutte anxieuse sans recours aux compulsions comportementales ou mentales.
Le mini DSM-4 omet de mentionner pas une autre catégorie de comportements liés à la fois aux obsessions et aux compulsions, celle des évitements. Ce tableau apparie les compulsions, les obsessions et les évitements. Le langage courant désigne diverses catégories d'obsessionnels compulsifs. La dénomination pointe le symptôme dominant. Voici quelques commentaires à ce tableau de synthèse qui trouvera pleinement illustré et validé dans les chapitres qui suivent. 1. Dans le langage courant, les types de patients portent en général un nom se rapportant aux rituels compulsifs, les laveurs, les vérificateurs, à la pensée obsessive, les ruminateurs, les scrupuleux, plus rarement à l'évitement dominant, les perfectionnistes. 2. Un même rituel peut être utilisé pour réduire l'angoisse d'une grande variété de pensées obsessionnelles. 3. Une obsession peut ou non être accompagnée de rituels ou d'évitements. 4. Il n'y a pas de rituel ou d'évitement sans obsession sous-jacente, conscientisée ou non. Même si les rituels s'auto-entretiennent, on ne peut faire l'économie de rechercher les pensées sous-jacentes qui les ont suscitées. 5. Chaque rituel, chaque évitement est la manifestation d'un ou de plusieurs mécanismes de défense repérés par les psychanalystes. 6. Je développerai la thèse selon laquelle toutes les obsessions sont des pensées dérivées, de près ou de loin, d'une peur fondamentale, la peur de faire mal. C'est une peur de ce type qui a fait l'objet d'une isolation fondamentale. Protocole PSYCHOTHERAPIQUE pour le traitement des TOC, le TREC. Après avoir décrit classiquement le trouble obsessionnel compulsif, je présente maintenant mon travail de recherche. Dans les lignes qui suivent, je renouvelle la problématisation des troubles obsessionnels compulsifs, TOC, en m'appuyant sur l'observation de 70 cas cliniques. Il s'agit de patients de tous âges, de 10 ans à 60 ans et des deux sexes, en proportion identique, ayant sous ma conduite suivi une psychothérapie sur une période s'étalant de 1996, date de la fin de ma formation d'hypnothérapeute à l'Institut Milton Erickson de Paris, à novembre 2015, date de l'achèvement du manuscrit. Toutes mes observations tendent à valider les hypothèses émises dès 2004 dans une communication effectuée lors 12e congrès de l'Institut Milton Erickson de Paris, et dont j'ai laissé quelques traces sur mon site internet. À cette époque, cet institut très actif était une ressource importante pour moi. Je me suis autorisé, en prenant appui sur une importante expérience clinique, à construire une nouvelle modélisation des TOC et à bâtir un programme que j'ai nommé Training de restauration de la confrontation, TREC. Il m'est agréable de remarquer que cet acronyme évoque phonétiquement, comme un heureux présage, l'aventure du TREC, la liberté retrouvée. Je regrette de n'avoir jamais disposé ni du cadre, ni des moyens, ni du temps pour conduire une enquête scientifique validant mes hypothèses. Le travail que j'expose n'a donc qu'une valeur d'essai. Je serais très intéressé que des chercheurs en psychopathologie acceptent de la valider, ou de l'infirmer, en suivant un protocole scientifique. Par exemple en mettant en place 3 groupes de patients. L'un serait soumis au training TREC, le second à la TCC, seule méthode reconnue efficace aujourd'hui pour le traitement des TOC, le troisième à une simple écoute bienveillante, qui est l'attitude la plus courante des thérapeutes non spécialisés. Il s'agirait alors de comparer les résultats, et de discerner si la méthode TREC apporte un plus en matière d'efficacité, en termes de réduction des troubles mais aussi de rapidité de traitement. À défaut de cette validation scientifique, j'attends donc de mes collègues praticiens qu'ils testent la pertinence de la modélisation et l'efficacité de la méthode. Les praticiens sont le plus souvent embarrassés, encombrés par l'arrivée dans leur cabinet de patients obsessionnels. Ce sont des patients qui déconcertent et épuisent les thérapeutes. Ils disent souvent que ces patients leur prennent la tête. Ils ont l'art et la manière de transmettre leur énervement à leur entourage et à leurs soignants. Récemment, un collègue m'avouait en privé qu'il ne courait guère après ce genre de patients. Sauf s'ils sont formés à la TCC, les thérapeutes ne savent pas quoi faire avec eux ou alors ils s'engagent dans très longues et incertaines analyses. Alors, les psychothérapeutes non spécialisés ne les retiennent pas vraiment quand ils quittent leur cabinet. Ils les réorientent vers des thérapeutes comportementalistes ou vers de psychiatres. Souvent les patients errent d'un cabinet à l'autre, font du zapping thérapeutique désespérément, et continuent à souffrir.
S'ils ont la chance d'avoir une antenne de l'AFTOC proche, ils peuvent exprimer leur mal-être dans des groupes de parole et bénéficier de bonnes adresses. Parfois, s'ils ont la chance, la motivation et l'argent, ils s'adressent pour un traitement long à des cliniques spécialisées, la clinique Lyon-Lumière en France, la clinique Bérus en Allemagne, qui allie rigueur méthodologique et diversité des techniques, avec toutefois comme référence principale la TCC. Cet ouvrage se veut modestement un guide à l'usage des psychothérapeutes. Il a pour vocation de leur permettre de s'orienter plus efficacement dans la thérapie des TOC, quel que soit l'état d'avancement de la maladie des patients et la nature de leurs symptômes. Toutefois, je me suis heurté, comme tous les thérapeutes, à ces fameux TOC résistants, les ROC. Je constate que pour eux ma méthode n'est que modérément efficiente. Je dois donc reconnaître cette limite. Il existe, certes, d'excellents guides pour le traitement des TOC. Mais tous sont d'inspiration comportementale et cognitive. Le guide que je propose tout en décrivant une démarche cohérente, le TREC, est résolument ouvert à diverses thérapies même si l'hypothèse de fond est psychodynamique, centrée sur la pulsion agressive. On verra que je m'inspire beaucoup de Freud, mais en renouvelant complètement l'hypothèse de base. Pour moi, le TOC a un sens profond, et il me paraît grave de priver un patient du sens de ses symptômes, même si ceux-ci se manifestent évidemment par des fonctionnements neuropsychologiques sous-jacents identifiables. Dans la tradition psychanalytique, l'hystérie et le trouble obsessionnel compulsif sont deux névroses pulsionnelles rapportées à une libido problématique. Selon moi, si la première est bien une névrose de la sexualité, comme Freud l'a démontré, je pose l'hypothèse que la seconde est une névrose de l'agressivité. Sur ce point, je me démarque donc de Freud qui d'un côté a parfaitement vu l'importance de l'agressivité dans la névrose obsessionnelle, mais d'un autre côté, est resté accroché à la sexualité et à l'Oedipe en considérant que l'agressivité en cause était de la sexualité régressée au stade sadique anal. Mais je le rejoins complètement sur la question des mécanismes de défense. Dans l'hystérie, le refoulement de la sexualité est le mécanisme primordial à partir duquel tout l'édifice de la névrose se construit. Mais dans la névrose obsessionnelle, c'est l'isolation de l'agressivité qui joue le rôle défensif primordial. L'effet de cette isolation est identique à celui du refoulement avec amnésie. Selon mon hypothèse, le TOC, Freud parlait de névrose obsessionnelle, traduit un problème de gestion de l'agressivité. Comme je le montrerai, l'obsessionnel vit dans le refus ou l'esquive de la confrontation à autrui. La problématique de l'obsessionnel est foncièrement une problématique de contact, aspect d'ailleurs bien perçu par Freud. C'est la raison pour laquelle j'ai placé la question de la confrontation à autrui au cœur de la méthode TREC. Il est important de bien préciser le sens des mots. Par agressivité, j'entends la force intérieure par laquelle tout sujet humain affirme son existence, à l'instar du conatus spinoziste, et la défend. L'agressivité est une force de vie, une force d'affirmation de soi et de lutte. Elle traduit et soutient l'adaptation du sujet à son environnement, et sous-tend le déploiement de son histoire de vie. Elle présente un double aspect, expansif et défensif, actif et réactif à la fois. Elle affirme la force de vie, mais aussi la défend. Ces deux aspects sont indissociables. C'est parce que le sujet déploie sa vie, qu'il est amené à la défendre. Le terme d'agressivité n'a pas bonne presse, il est souvent identifié à la violence. Peut-être que le terme combativité conviendrait mieux à mon propos. Je l'utilise avec les patients pour bien faire comprendre que l'agressivité, force positive, se distingue de la violence, force destructrice. L'agressivité est la lutte pour la vie. Par rapport à l'agressivité, je me positionne exactement comme le fait Anthony Storr dans son remarquable essai intitulé L'agressivité nécessaire. Pour cet auteur, l'agressivité est une force de vie essentiellement positive. Certes, l'agressivité peut prendre le visage de la violence et viser la destructivité, mais la violence et la destructivité n'en sont que des avatars possibles. L'agressivité n'est pas en soi violente mais peut le devenir. C'est bien cela qui inquiète l'obsessionnel. Il arrive que la force de vie des autres devienne menaçante pour lui-même et risque d'entraîner sa propre destruction. Il devient alors légitime, urgent et nécessaire, qu'il sache en certaines occasions se défendre par l'agressivité et il est naturel qu'il ait de tels désirs.
Mais la mobilisation de l'agressivité offensive et défensive fait peur à l'obsessionnel. La pensée d'un risque majeur le hante et le perturbe. C'est le risque de faire mal ou de faire du mal à autrui, avec le sentiment d'entrer dans un domaine où il ne contrôle plus rien. C'est dans ce contexte très particulier dans lequel le sujet redoute d'avoir à mobiliser une agressivité réellement ou imaginairement destructrice que le TOC se forme. Quand le sujet vit toute riposte comme un risque de faire mal et de détruire l'autre, quand il refuse de mobiliser ce qu'il vit comme une insupportable force mortifère, il choisit l'esquive de la confrontation. Le processus névrotique obsessionnel se met alors en route. 2 conditions sont requises pour que se forme la névrose. L'agressivité comporte pour le sujet un risque perçu comme majeur et faute de pouvoir la contrôler, il refuse et il évite catégoriquement son usage. Le TOC est le résultat de l'esquive de l'agressivité. L'agressivité est un thème qui soulève de nombreuses et intéressantes questions. Le lecteur pourra se reporter au chapitre de la 3e partie intitulé « Qu'est-ce que l'agressivité ?» Pour l'heure, je rappelle brièvement quelques-unes de ces questions. Question de définition. L'agressivité est à la fois énergie et force orientée vers des buts. Elle s'accompagne d'affect et de représentation. Tous ces termes se fondent dans le concept commode de pulsion, le concept s'appliquant aussi à la libido. Question de distinction. Si la libido est une force qui pousse à l'union et la réunion des êtres, l'agressivité quant à elle pousse à la distinction et à leur séparation. Pour maintenir son intégrité, assurer son indépendance et se développer, le sujet doit se démarquer de l'environnement, se différencier des autres par une lutte pouvant aller jusqu'à la destruction. Question des origines. La question du caractère inné ou acquis de l'agressivité fait débat chez les chercheurs. Je n'entrerai pas ici dans les polémiques qui les opposent. Il me semble plus fécond de chercher dans l'histoire de vie du sujet, histoire vécue ou fantasmée, ce qui a bien pu allumer son agressivité destructrice et l'entretenir, plutôt que de recourir à un hypothétique instinct de mort, par exemple comme chez Freud tourné contre soi puis dévié vers l'extérieur, qui aurait vocation, tel un Deus ex machina, à tout expliquer. Quand j'observe les 70 patients suivis en cure, j'ai toujours retrouvé dans leur histoire proche ou lointaine des circonstances qui ont fait naître une agressivité destructrice et le refus de cette agressivité. Il en résulte que le patient s'épuise dans une lutte déplacée dans le mental, dont les rituels et les évitements sont les tristes rejetons. Le problème est en effet que l'obsessionnel ne lutte pas au bon endroit. Une citation d'Adler résume magnifiquement le côté déplacé et dérisoire de la lutte. L'obsédé se trouve sur un champ de bataille secondaire. C'est là qu'il déploie tous ses efforts et non pas là où nous l'espérons le rencontrer. Nous obtenons ainsi l'impression d'une lutte contre des moulins à vent. On ne saurait mieux dire. Les 4 niveaux des TOC. Il me paraît judicieux de décrire les troubles obsessionnels compulsifs, TOC, en distinguant 4 niveaux. Précisons d'abord que le concept de problématique est essentiel en psychologie clinique. Il permet, dans une perspective intégrative, de faire appel à diverses théories pour construire le fonctionnement d'une personnalité ou d'un système groupal. C'est un concept fonctionnel. Il permet la représentation d'un fonctionnement, c'est-à-dire de processus qui se répètent. L'intérêt du concept est également de préciser le champ conceptuel auquel on réfère une question ou un problème, pour leur apporter réponse ou solution. Ceci n'ont de sens que par rapport à ce qu'on nomme le référentiel. On appelle problématique de personnalité les difficultés existentielles auxquelles un sujet se trouve confronté et qui structurent sa vie et marquent son histoire. Mais le terme renvoie aussi à la façon dont il les gère. Les problèmes se manifestent à travers des symptômes. On peut dire plus techniquement qu'une problématique de personnalité, c'est ce qui relie des symptômes visibles, sources de souffrance personnelle et causes de problèmes à autrui, à des logiques de fonctionnement personnel et interpersonnel, affectives, cognitives, relationnelles, sous-jacentes. C'est l'articulation entre des symptômes et des fonctionnements. Le trouble obsessionnel compulsif produit des symptômes, à savoir des obsessions, des compulsions et des évitements. Il s'agit de découvrir la problématique sous-jacente, c'est-à-dire l'articulation des symptômes du patient à ses fonctionnements personnels et interpersonnels. À quel problème est-ce ? Le sujet se trouve-t-il confronté pour produire de pareilles étrangetés et incongruités ?
Posant cette question, je postule évidemment que les TOC ont un sens qu'il est possible de décoder. Même si les corrélats entre le biologique et le psychologique sont une réalité scientifique incontestable, je refuse de considérer que les TOC ne sont qu'une affaire de carence en sérotonine. Les TOC ne se traitent pas comme une tendinite. La problématique OC, obsessionnelle compulsive, relie des processus se déroulant à 4 niveaux. Niveau 4, les évitements. Niveau 3, les rituels compulsifs. Niveau 2, les pensées obsessives. Niveau 1, le niveau pulsionnel, l'esquive de la confrontation par peur de faire mal à autrui. La plupart du temps, c'est le niveau 3, celui des rituels, qui est le plus visible. C'est celui dont se plaignent les patients. Mais les rituels sont un peu comme l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire les niveaux 2, 4 et surtout 1. Les idées obsessives niveau 2 ne peuvent être comprises que si on les relie à une peur fondamentale niveau 1, celle de faire mal à autrui. Ce ne sont que des produits dérivés. À un moment de son existence, le sujet a craint la confrontation avec autrui. Il a craint les conséquences d'une riposte, de perdre le contrôle de son comportement et de devenir destructeur. Alors, il a isolé son agressivité. Mais l'isolation n'a pas réglé définitivement le problème. Faisant écho au risque du niveau 1, la possibilité de faire mal dans la vie quotidienne actuelle demeure un risque permanent. C'est la hantise de l'obsessionnel. Elle se traduit par des idées obsessives, niveau 2. Elles sont une transposition et une dérivation au plan mental de la peur fondamentale du niveau 1. La possibilité de faire mal suscite une angoisse intense. Un déclencheur n'est autre qu'un événement ou une pensée, offrant ou évoquant la possibilité de faire mal. Les idées obsessives sont alors exorcisées magiquement par les rituels compulsifs niveau 3. Le sujet se protège aussi des risques de confrontation pouvant entraîner la possibilité de faire mal par une barrière d'évitement, niveau 4. Les évitements sont des protections vis-à-vis des déclencheurs de pensées angoissantes. Telle me paraît être la logique obsessionnelle compulsive. C'est la thèse fondamentale que je développerai dans cet essai. Toutes les idées obsessives sont traversées par la crainte de faire mal. Toutes les idées obsessionnelles actuelles et conjoncturelles ne sont que des dérivés, selon des liens de similitude ou de contiguïté, de cette crainte fondamentale. On pourra remarquer que cette conception donne une pleine importance aux pensées obsessionnelles, les rituels n'étant qu'une conséquence des pensées. Les pensées ne sont pas que des épiphénomènes. Il convient désormais d'effectuer une présentation détaillée des niveaux. Pour ce faire, je suivrai la progression selon laquelle, le plus souvent, le thérapeute découvre la problématique du sujet, c'est-à-dire les niveaux 3, 2, 4 et 1. Le niveau 3, les rituels compulsifs. Les symptômes du niveau 3 sont clairement mis en avant par le patient. C'est le domaine des rituels ou des compulsions. C'est ce dont le patient se plaint au thérapeute ou à son entourage. C'est le niveau le plus visible et le plus spectaculaire, du moins quand le rituel est comportemental. Une première remarque s'impose. Tous les sujets ayant une problématique obsessionnelle souffrent, c'est une lapalissade, de pensée obsessionnelle. Je veux dire que je n'ai jamais rencontré de patient souffrant de rituels sans obsession sous-jacente. Inversement, 20% des sujets obsessionnels ne présentent que des obsessions et ne recourent à aucun rituel. C'est dire combien l'usage de rituels est fréquent. Une seconde remarque. Il est rare qu'un sujet ne présente qu'un seul rituel. La plupart du temps on en trouve de plusieurs sortes. Les rituels de lavage et de vérification sont fréquemment associés. Victor, 18 ans, lycéen, à son arrivée en thérapie, présentait simultanément des rituels de lavage, de vérification et d'ordonnancement. Il se lave systématiquement les mains après avoir touché les couverts du restaurant, fait demi-tour pour vérifier qu'il n'a pas renversé un piéton et range minutieusement les linges de toilette dans la salle de bain. Un rituel est un comportement répétitif, irrationnel, contraignant, visant à réduire magiquement une tension liée à des peurs engendrées par des pensées de malheur, malheur dont le patient tente à se rendre responsable par action ou par omission. Les rituels sont de deux sortes, comportementaux ou mentaux. Le lecteur pourra se référer à l'abondante littérature qui s'attache à décrire ces étranges, mystérieux ou spectaculaires symptômes que sont les compulsions.
Cette variété de symptômes, dont Freud, dans l'exergue du chapitre, se gausse à demi-mot, est éminemment suspecte. Ne ferait-elle pas écran à un principe unitaire qui traverserait tous les symptômes? Ne pourrait-on pas passer de la variété à l'unité? On verra qu'il est totalement stérile de s'attacher au contenu des rituels. Les rituels les plus fréquemment pratiqués sont les rituels de lavage et de vérification. Dans ma pratique, 80% des rituels traités sont de cette nature. Viennent ensuite ceux d'ordonnancement, dans le temps ou dans l'espace, de répétition, de perfectionnisme. Les rituels de collection et d'accumulation sont beaucoup moins fréquents. Gabriel, 35 ans, technicien, se lave 20 fois les mains par jour, toutes les fois qu'il touche un nouvel objet dans son entreprise ou à la maison, cas numéro 13. Yannick, 30 ans, technicien dans une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux, passe beaucoup de temps à vérifier d'une part dans sa maison la bonne position de la commande électrique de la fermeture des volets, le parfait ordonnancement des meubles, d'autre part dans son entreprise la bonne transcription manuelle sur un registre des chiffres affichant régulièrement les paramètres de l'état de la pâte, cas numéro 2. Victor fait demi-tour sur la route pour vérifier qu'il n'a pas renversé par inadvertance un passant, et conduit sa voiture le regard figé sur le rétroviseur. Tim, 32 ans, menuisier, organise sa vie de telle sorte que chaque jour chaque chose soit faite à l'identique et à la même heure, cas numéro 10. Bernard, 34 ans, technicien en phase de reconversion, recommence systématiquement toutes ses actions jusqu'à ce qu'il juge qu'elles ont été faites à la perfection. Alan, 17 ans, lycéen, repasse systématiquement au stylo sur les mots et les lettres qu'il juge avoir mal écrits, ce qui lui prend un temps infini et le déconcentre sans cesse. Si le florilège des rituels est abondant et protéiforme, le vécu compulsif est assez simple à identifier. Le sujet cherche avant tout à se débarrasser au plus vite d'une tension interne angoissante en ritualisant, soit comportementablement, faire demi-tour en voiture à chaque rencontre d'un passant pour vérifier si celui-ci n'a pas été renversé, soit mentalement, réciter des suites de nombres pour accompagner les actions. Vincent, 41 ans, animateur sportif, répète intérieurement le chiffre 7 qui pour lui a des vertus magiques, cas numéro 8. On ne saurait trop insister sur le vécu intérieur du sujet compulsif. Il perçoit que le contrôle de son comportement lui échappe, qu'il est soumis à une force interne contraignante, qu'il se sent obligé d'agir, alors même que son comportement lui paraît irrationnel et stupide. Il se sent privé de liberté. Tout cela caractérise la compulsion. Pour reprendre la terminologie de Pierre-Henri Castel, le patient vit l'embarras de l'agir. Alors il se regarde faire, stupéfait de cette part de lui-même qui lui échappe. Les comportements compulsifs sont très invalidants car ils ont tendance à proliférer et à occuper jusqu'à 80% du temps quotidien. Le sujet consomme une énergie mentale et physique considérable, qui peut conduire jusqu'à l'épuisement et la dépression. Bernard me dit qu'il lui arrive de s'écrouler en pleurs après une journée d'effort, car il lui est impossible de faire les choses suffisamment ou médiocrement. Tout doit être fait parfaitement, repris avec effort, persévérance et minutie, exécuté dans une souffrance qui signe la perfection. En fin de journée, il est complètement épuisé, vidé, désespéré de ne pas savoir s'il a atteint vraiment cette perfection. Le niveau 2, les idées obsessionnelles. Format: l'idée obsessive est à l'arrière-plan du rituel, dans 80% des cas. Forme B: l'idée obsessive se présente seule, sans rituel, dans 20% des cas. Format: après un travail sur le rituel, travail que je décrirai dans la seconde partie, le thérapeute accède ensuite au niveau de l'idée obsessionnelle. L'idée obsessive est le pourquoi de la compulsion, elle en donne la clé. Derrière toute compulsion se cache une obsession. Ce niveau est identifié quand le patient livre la fonction et le sens de ses rituels. Les idées obsessionnelles sont des pensées de malheur. La possibilité que ces malheurs arrivent fait très peur aux patients. Elles ont un contenu et sont très chargées émotionnellement. Elles prennent la forme d'une pensée verbale, mon ménage est sale, d'une image visuelle, j'ai la vision horrifiante des petites bêtes cachées dans mes vêtements, ou d'une représentation kinesthésique, je m'imagine jetant mon bébé par la fenêtre. On retrouve à des degrés divers ces trois ingrédients dans l'idée obsessionnelle. Un aspect verbal, un aspect visuel et un aspect kinesthésique.
On ne saurait trop insister sur le fait que l'obsession est de l'ordre du mental. C'est une représentation verbale, visuelle, auditive et kinesthésique, source d'angoisse. Pour Marguerite, 32 ans, éducatrice de jeunes enfants en institut médico-éducatif, la peur de renverser un piéton prend la forme d'une image précise, un piéton étendu sur le sol, cas numéro 1. Chez Vincent, l'idée obsessionnelle prend ponctuellement la forme du mot « enfant », cas numéro 8. Pour Thibaut, 35 ans, technicien, vivant en couple marital, la peur de jeter son bébé par la fenêtre se matérialise dans 3 images. Dans la formule verbale, jeter le bébé qui tourne comme un mantra négatif dans sa tête. Dans l'image visuelle du bébé portant un vêtement jaune qui clignote. Dans l'image kinesthésique de jeter le bébé avec les bras. Quelquefois, les motifs du rituel affleurent clairement à la conscience du patient, et celui-ci en parle spontanément. D'autres fois, et c'est le cas le plus fréquent, elles sont subconscientes et donnent lieu à un effort de prise de conscience. Le thérapeute doit le plus souvent interroger les patients pour découvrir la présence et déchiffrer le contenu de ces idées. En première approche, les patients disent souvent qu'ils ne savent pas pourquoi ils ritualisent. Simplement, ils disent éprouver un profond malaise s'ils n'exécutent pas le rituel décrit comme simple habitude de vie. Si on insiste, ils disent qu'ils n'aiment pas la saleté, le désordre, l'imperfection, le manque, le conflit. On retrouve tous les thèmes classiques obsessionnels que les manuels psychiatriques s'appliquent à énumérer et à distinguer. Forme B. Il existe 20% des idées obsessionnelles qui flambent sans rituel. Ici, l'idée ou plus exactement l'idée angoissante est donnée immédiatement. Le symptôme remplit à lui seul le tableau clinique. Le sujet vit une lutte anxieuse, ressasse, rumine inlassablement ses craintes, les recherchant et les refusant tout à la fois. Celles-ci prolifèrent, s'amplifient, activées par des pensées automatiques dramatisantes et des doutes. On verra que le sujet qui présente ces idées sans rituel s'enferme dans une mauvaise hypnose. Cette forme étrange de traitement de l'idée augmente le problème sans jamais le résoudre, tout comme les rituels de leur côté amplifiaient le problème. En début de thérapie, Vincent était avant tout en proie à la peur de la fin du monde. Sonia, médecin 36 ans quant à elle, ruminait en permanence la crainte d'être folle, cas numéro 11. Quel regard peut-on porter sur ces idées obsessionnelles, quelle qu'en soit de la forme A ou B ? Le point commun des idées obsessionnelles est la crainte du malheur. C'est suivre une fausse piste que de vouloir établir un catalogue de toutes ces bonnes fausses raisons. Il me semble plus fécond de chercher le fil qui les traverse toutes. En effet, il existe un dénominateur qui apparaît invariablement si on procède à une investigation plus approfondie et qui réunit toutes ces variétés de désordre. Le contenu d'une idée obsessionnelle est toujours la crainte qu'un malheur arrive, de près ou de loin. Bien sûr, le répertoire des malheurs possibles dans la vie d'un patient est grand. Crainte d'être la cause qu'un accident arrive à un tiers, que la maison de son voisin flambe, d'agresser un enfant physiquement ou sexuellement, de se pendre avec une corde, de se jeter par la fenêtre. En fait, la variété des craintes est trompeuse, elle cache un invariant. La crainte qu'arrive une situation perçue comme malheureuse et dommageable, le plus souvent pour autrui ou par retournement pour soi-même. La peur de la saleté, du désordre, de l'imperfection traduit la peur de devenir un agent dérangeant, un fauteur de troubles pour autrui. Le rituel de perfectionnisme traduit la crainte d'encourir des reproches et de devoir rétorquer. Le rituel d'accumulation lui-même est une façon de figer le temps, pour que rien de grave ni de dommageable n'arrive. À chaque fois, on peut découvrir un procédé d'esquive d'une situation à risque présentant une dimension conflictuelle ou une menace destructive. C'est dans les craintes d'impulsion agressive que la nature fondamentale de la crainte apparaît le plus distinctement, avec un travestissement minimum, un peu comme ces couches géologiques qui affleurent à la surface et révèlent immédiatement les secrets de la Terre. L'idée obsessionnelle est foncièrement la crainte qu'un malheur arrive à autrui, et le patient craint de s'en sentir responsable. L'obsessionnel veut à tout prix éviter de faire vivre un désagrément à autrui, saleté, incident, désordre, imperfection, bref tout ce qui peut apporter du trouble. Paradoxalement, si le risque objectif invoqué par l'obsessionnel de léser autrui est quasiment nul, le trouble redouté subjectivement, lui, n'est pas bénin et est vécu comme une catastrophe. On peut remarquer qu'il a toujours un risque vital fantasmé qui plane à l'arrière-plan. Quelle forme prend la crainte du malheur ?
Le sujet se sent responsable qu'un malheur arrive à autrui, ou par retournement contre à soi-même, selon 5 modalités. Le sujet s'effraie d'avoir une pensée de malheur, comme si le fait d'avoir cette pensée signifiait qu'il y avait risque réel. Marguerite me dit, si je pense qu'un accident peut se produire, alors l'accident va arriver, cas numéro 1. Tout en réalisant qu'au niveau conscient, il n'a pas ce type de souhait, le patient craint un jour d'avoir ce souhait. Ludivine, 34 ans, aide-soignante, très appréciée par les résidents d'une maison de retraite, s'imagine avoir un jour la pulsion de les frapper. Le patient redoute de faire l'objet d'une agression qui le conduise à répondre agressivement. Yannick me dit qu'il évite systématiquement toutes les situations de conflit. Cas numéro 2. Le patient craint de devenir la cause indirecte qu'un malheur n'arrive à autrui, soit par inattention, par négligence ou par inadvertance, soit en ne faisant pas rituellement ce qui pourrait empêcher que le malheur arrive. Alan continue de faire ses tocs, écrire 10 petites croix en bas de page, car il ne veut pas prendre le risque en les arrêtant d'entraîner un malheur pour ses parents. Cas numéro 4. Fondamentalement, le sujet craint d'être placé dans des situations où il risquerait de perdre le contrôle de son comportement. Il redoute que le pilotage de son agressivité lui échappe dans l'ensemble des situations qu'offre la vie quotidienne, mais en se fixant toutefois sur quelques risques privilégiés. Le rituel sert alors à conjurer tous ces risques. L'obsessionnel ne cesse de répéter comme un leitmotiv. Je ne veux pas faire de mal à autrui, je ne veux pas être la cause qu'un malheur arrive directement ou par inadvertance, par ma faute, à autrui. Un peu comme s'il avait la conviction qu'entraîné dans le registre de l'agressivité, il ne maîtriserait rien, ne gérerait rien, et que son comportement pourrait devenir dramatique pour lui et pour les autres. C'est un peu comme si dans certaines situations, l'obsessionnel avait perdu la télécommande de son comportement, comme ces objets attirés irrésistiblement dans les trous noirs et qui ne maîtrisent plus rien. Comme ces militaires qui tiennent désespérément dans leurs mains une grenade dont la goupille a cédé, et qui à tout moment, au moindre relâchement de la main, risque d'exploser. Il faut écouter attentivement le patient, car elle est bien là sa terreur fondamentale. Le rituel d'une texture irrationnelle exorcise magiquement le risque du mal. En conséquence, il est un réducteur d'incertitude et de risque. Il a vocation à apaiser l'angoisse. Le moyen d'éteindre l'idée est de produire des rituels en acte ou en pensée, qui magiquement vont conjurer le danger. Si le patient n'utilise pas de rituel, en revanche il utilise une lutte anxieuse, quasi magique, sorte de prévention et d'élimination des risques. Tout penser pour conjurer les risques ou penser autrement pour réduire l'impact de la pensée. On trouve là les cogitations qui accompagnent immanquablement la production des peurs obsessionnelles. Ma première contribution consiste donc à rassembler tous les symptômes et de les relier par un fil conducteur unique. L'obsessionnel craint qu'un malheur arrive à autrui, et de près ou de loin, directement ou indirectement, d'emporter la responsabilité. Les rituels ou les cogitations servent à exorciser ce risque ou à les réduire, parallèlement aux évitements. 2 sujets d'étonnement. Il est curieux de constater que sur d'autres sujets, le patient n'a aucune crainte, il gère sa vie, il maîtrise. La peur est donc bien ciblée. C'est le domaine de l'agressivité et le problème de sa gestion qui sont touchés, comme si son cerveau du patient n'était pas équipé pour gérer les situations agressives, comme un voyageur égaré qui se retrouve dans une peuplade à la langue et aux mœurs inconnues, qui ne contrôle plus rien et en est réduit à faire des vœux pieux que tout se passe bien, comme un navigateur qui dans les zones de turbulence ne gouverne plus rien et n'a plus qu'à s'agenouiller et à invoquer la clémence des cieux. Autre sujet d'étonnement, le patient est capable de cliver sa vie et de se monter offensif et combatif dans certaines sections de sa vie, et complètement inhibé dans d'autres. En dehors des TOC, dans le reste de sa vie tout va bien, il gère, il contrôle. Pour expliquer le TOC, l'hypothèse d'un manque de sérotonine privant le sujet d'une possibilité de contrôle et déclenchant une excitation, un emballement du cerveau est évidemment intéressante, mais elle n'explique pas pourquoi c'est un certain type de contrôle, le contrôle de l'agressivité qui est ciblé. L'obsessionnel n'éprouve aucune crainte à contrôler sa vie dans de nombreux domaines. Philippe, 35 ans, représentant, se montre très offensif dans son milieu de travail mais davantage retenu et hésitant dans son milieu familial. Cas numéro 12. Les objections à la thèse.
Une première objection peut surgir. Les craintes, dans 10% des cas environ, portent sur un mal qui pourrait arriver au patient lui-même et non pas à autrui. J'ai déjà fait l'hypothèse qu'on a alors affaire à un retournement de l'agressivité contre soi. Ce mécanisme est particulièrement présent dans les obsessions hypocondriaques. Thibaut craint, lorsqu'il passe dans la rue, devant un magasin de corderie ou dans son usine sous une machine en forme de potence, de se donner la mort en se pendant. Une seconde objection vient du fait que le patient dans un certain nombre de cas paraît plutôt craindre l'agressivité d'autrui, plutôt qu'il ne craint sa propre agressivité. On serait tenté de penser à une phobie. Je continue de penser que la crainte du sujet est d'abord par rapport à soi, et non par rapport à autrui. Si le sujet redoute avant tout qu'on lui fasse mal, c'est dans l'exacte mesure où cela entraînerait qu'il devrait alors se défendre et à son tour faire mal à autrui, mobiliser de l'agressivité contre lui. Il craint d'être entraîné dans une voie où il ne maîtriserait rien. Gabriel est effrayé à l'idée de rencontrer sur la route un automobiliste malveillant et agressif. Je crains de ne pouvoir me contrôler et de lui faire un mauvais sort. Il redoute qu'un conducteur imprudent lui fasse une crasse sur la route car il n'est pas sûr de pouvoir contrôler son comportement. Je me sens capable de lui faire une tête au carré, cas numéro 13. Marguerite s'esclaffe. Mais ce n'est pas des autres que j'ai peur, c'est de moi, cas numéro 1. Une dernière objection. Il semble exister des rituels qui tournent mécaniquement, qui ont comme perdu le souvenir de leurs origines. Derrière toute compulsion se cache ou s'est cachée une idée obsessionnelle. Mais il peut exister des persistances neurologiques qui n'ont plus de fonction psychologique. Le sujet a dépassé sa problématique d'agressivité, mais il continue par habitude à ritualiser. Ce sont les rituels les plus faciles à éteindre. Le lien entre le rituel et l'idée obsessionnelle. Revenons un peu en arrière pour préciser la façon dont le rituel compulsif opère, pour lutter contre l'idée obsessionnelle. On observe là les mécanismes de défense que Freud a bien repérés, et qui sont toujours à l'œuvre dans les rituels comportementaux et les rituels mentaux. Le retournement en son contraire, formation réactionnelle. Si je crains la saleté, je fais un rituel qui proclame la propreté. Si je crains le désordre, je veux pratiquer l'ordre absolu. Bernard, qui se sent impulsif et capable de faire n'importe quoi, mène toutes ses actions jusqu'à la perfection. Marie-Jo, 34 ans, technicienne d'entretien, lutte contre la peur de souiller les autres en procédant au lavage et relavage incessant de ses sous-vêtements, cas numéro 3. L'annulation rétroactive. Je fais une chose puis dans la foulée je fais son contraire. Victor fait demi-tour sur la route pour vérifier qu'il n'a écrasé personne. Il se reproche d'avoir été inattentif et ainsi d'avoir pris des risques inconsidérés. Sa vérification est une forme d'annulation rétroactive. Alain, 31 ans, ouvrier, pris de rage face à une pochette de CD écornée, la détruit et se précipite en ville pour acheter le même produit. L'isolation secondaire, que je distingue bien de l'isolation primaire à l'origine de la névrose. Cette forme d'isolation, qui porte sur des idées dérivées, consiste à intercaler du plein ou du vide entre des éléments ou des séquences reliées causalement. Christine, lycéenne, 16 ans, intercale des séries de 10 croix en bas de chaque page. Elle sépare ainsi des pensées agressives en direction de ses parents. Pierre-Yves, 17 ans, lycéen, se fixe sur des lettres mal écrites ou sur des mots difficiles à comprendre et fait le vide mental à partir de cette fixation pour ne plus avoir à penser à son frère qui l'agace au plus haut point. Jonathan, 40 ans, opérateur en usine, accumule des objets qui font obstruction au désir de détruire. Catherine, institutrice, 34 ans, compile des fatras de pensées qui l'empêchent de penser à son contentieux avec ses collègues. Elle pratique une sorte de bourrage de la pensée. Le doute opère d'une certaine manière par isolation. Le sujet lutte contre la peur de faire mal en s'interrogeant sur le fait d'avoir ou non cette pensée. Il fabrique et maintient du flou dans la perception et le jugement, dans le désir et le non-désir. C'est un mécanisme très présent dans le cas des pensées sans rituel. À partir du moment où rien n'est sûr, le sujet flotte sur une sorte de matelas d'incertitude qui gonfle et enfle au fil du temps et l'isole du vrai problème. C'est le point de départ des très nombreux doutes proliférant dans toutes les directions, et constituant une sorte de mur protection ou un écran de fumée par rapport à de l'essentiel occulté. Ludivine surcogite dans le doute,
et ne sait plus si elle a ou non le désir de faire mal à ses pensionnaires de maison de retraite. Concernant l'origine du doute, j'ai un autre point de vue que l'hypothèse formulée par Claire et Tribou. Pour eux, le doute est construit sur des suppositions volontairement utilisées par le cerveau pour justifier les rituels afin de vidanger son hyperactivité et non sur des arguments réels. Le sujet serait écartelé en quelque sorte entre des fantasmagories et la prise en compte du réel. Mon point de vue est tout autre. Je vois le doute beaucoup plus comme un mécanisme de fabrication d'ambivalence ou d'enfumage, pour maintenir le sujet à distance de la crainte fondamentale de faire mal. C'est aussi ce qui se passe dans les procrastinations, quand le sujet s'empêtre dans des considérations oiseuses générant de l'indécision. Philippe repasse dans sa tête toutes les raisons d'acheter ou de ne pas acheter certains biens de consommation. Cas numéro 12. Le rituel a 4 fonctions principales par rapport aux pensées dérivées qui toutes représentent un danger. J'annule, je fais le contraire, j'écarte, j'exorcise. Le niveau 4, les évitements. C'est le niveau le plus superficiel, le plus périphérique, le moins visible. Il n'est pas facile à repérer, car il est intégré à la vie des gens. Il faut bien réaliser que rituels et idées surgissent à la suite de déclencheurs externes, un stimulus perceptif ou interne, une pensée ou une image qui passe dans l'esprit qui fonctionne comme des allumettes d'angoisse à partir d'une pensée de malheur. Une première question se pose. Doit-on considérer l'évitement comme un processus compulsif ? Généralement, les auteurs distinguent rituel et évitement. Je pense qu'il est préférable de continuer de réserver le mot compulsion aux rituels mentaux et comportementaux, le rituel n'étant qu'une conséquence mécanique des rituels. L'isolation coupe le sujet de la confrontation problématique. Il en résulte une dérivation de l'énergie libérée vers les idées obsessionnelles désagréables. Celles-ci font l'objet d'une exorcisation par des rituels qui sont des compulsions. Obsession et compulsion donnent naissance à des évitements. On a ainsi une cascade d'effets que j'appelle effluents, c'est-à-dire innervés ou enflammés par l'énergie libérée par l'isolation. Je considère que l'évitement fait partie de ces effluences. 2 situations. Si le sujet ne parvient pas à éviter ces déclencheurs, alors il se lance dans la folle agitation des idées anxiogènes et des rituels. D'autres fois, le sujet parvient à vivre de telle sorte qu'il ne soit pas confronté à ces déclencheurs. Dans ce cas, il s'agit d'évitement de toutes les situations, conduisant à produire une ritualisation mais aussi à générer l'idée obsessionnelle. Le but pour le patient est toujours de s'éloigner le plus loin possible de la zone de confrontation. Thérèse, laborantine, 36 ans, évite de sortir de chez elle. Chaque fois qu'elle conduit sa voiture, la peur de renverser un cycliste dans la rue flambe dans son esprit. Victor évite de fréquenter le réfectoire car il risque d'être en contact avec des couverts qui ont été mal lavés et qui pourraient selon lui être porteurs du virus du sida. Je distingue 2 sortes d'évitements principaux, les évitements réussis et les évitements échoués. J'ai ajouté une 3e catégorie, les évitements par délégation. A. Les évitements réussis. Ce sont des évitements que le sujet est en mesure d'effectuer efficacement. Ils empêchent la montée de l'angoisse et le mal-être. Parmi eux, 4 sous-catégories. Les évitements relatifs au rituel. Le sujet évite toutes les situations géographiques qui ont un lien avec les rituels, lieux de saleté, lieux de désordre possible, qui par association, relancent la nécessité de lutter contre l'idée. Noé, 24 ans, étudiant en histoire, évite de sortir de sa résidence universitaire afin de ne pas être confronté à la vérification de la fermeture des portes. Les évitements relatifs aux thèmes ayant des liens conceptuels avec les idées. Le sujet évite tout ce qui donne à penser, comme des films, des romans ou évite simplement de penser. Gustave qui a des tocs de vérification, évite de lire des romans qui le troublent. Les évitements relatifs aux situations qui mettraient le sujet en contact avec la peur sensorimotrice primitive. Pour Baptiste, 28 ans, ouvrier agricole, faire du bricolage, planter un clou crée une insécurité par rapport au geste de frapper. Cécile, 35 ans, psychologue, s'est longtemps retenue de faire un enfant pour éviter d'avoir à le disputer. Vincent évite de voir des films dans lesquels on maltraite des enfants, cas numéro 5. Oui.
Il existe une autre sorte d'évitement que j'appelle les évitements échoués. Il s'agit de stimuli venant de l'extérieur, incontrôlables, impossibles à maîtriser, s'imposent à l'attention du sujet et le ramènent sans cesse à un vécu d'énervement qu'il ne peut éviter. Ces stimuli activent alors une agressivité insupportable, ingérable pour le sujet. Les évitements de ce type sont tout à fait intéressants à remarquer car ils nous conduisent au cœur de la problématique. Ce sont des brèches qui mettent le sujet en contact direct avec la zone d'isolation située dans l'inconscient. Joël, 68 ans, retraité, est énervé par les aboiements de chiens ou les fuites d'eau dans les robinets. Ces bruits répétitifs le mettent dans tous ses états. Il se sent devenir hyper agressif. Alain ne supporte pas de découvrir que ses pochettes de CD sont écornées. La situation le met en rage car il la vit comme une agression du vendeur ou du fabricant. Il finit dans un état second, par détruire l'objet abîmé. Il fait tout pour racheter le même CD, afin d'annuler le problème. Assam, 29 ans, animateur en informatique, vit dans un perpétuel évitement échoué. La société aliénante dans laquelle il considère vivre lui rappelle sa soumission à sa famille. Il consacre toute son énergie à s'indigner du contexte social qui tente à refaire surgir son agressivité isolée. J'ai distingué une autre catégorie d'évitement que j'appelle « rituel par délégation ». Un membre de la famille du patient se donne ou reçoit de la mission de les exécuter, ce qui dispense le patient de le faire. Vanessa, 22 ans, opératrice en usine, exige de sa mère qu'elle vérifie l'exactitude des rituels de lavage des mains, ce qui la dispense de le faire elle-même une énième fois. Le niveau 1, la zone primaire de l'isolation de l'agressivité. On arrive maintenant au niveau fondamental. Ce niveau profond, bien repéré par la psychanalyse, n'est pas pris en compte par les thérapies comportementales et cognitives. Il peut l'être marginalement ou implicitement dans la préconisation d'exercices d'affirmation de soi. Pour Freud, il s'agit du niveau inconscient de la pulsion sexuelle régressée. Pour moi, la pulsion concernée est la pulsion agressive. C'est le niveau où, chez le patient, l'esquive de la confrontation s'est formée par peur de faire mal. Dans le niveau précédent, la peur de faire mal est déjà bien présente. Mais dans la majorité des cas, les peurs du niveau 2 ne sont que des peurs dérivées d'une peur plus fondamentale. L'agressivité a fait l'objet d'un mécanisme très particulier, l'isolation, qui va fournir l'énergie aux idées dérivées et leur donner leur orientation. Le lien entre les idées obsessionnelles dérivées et la peur fondamentale. Quelquefois, l'idée obsessionnelle mise en avant est très proche de ou quasi identique à la peur fondamentale. Catherine développe de nombreuses ruminations. Elle craint de s'emporter à l'égard de son père. Elle lui reproche d'avoir moins d'attention pour elle que pour son frère. Dès les premières séances, elle en fait état de ce reproche, mais d'une façon distanciée. Si elle a la perception intellectuelle du problème, elle ne ressent pas le désir d'attaquer son père et banalise cette motion. C'est l'effet de l'isolation. C'est une situation que l'on rencontre dans les névroses naissantes ou dans les phobies d'impulsion agressive. J'ai eu l'occasion d'intervenir au tout début de la formation d'un TOC chez une jeune fille, Séverine, lycéenne de 17 ans. Elle commençait à isoler le besoin de riposter à des attaques venant de certaines camarades de classe. La plupart du temps, les craintes du niveau 2 sont des craintes dérivées d'une crainte primitive qu'il faut rechercher dans le présent proche, quand la névrose est arrivée brutalement, ou dans un passé plus lointain quand la névrose s'est formée insidieusement. Marguerite manifeste des tocs de vérification. Elle craint des fuites de gaz qui pourraient faire exploser sa maison, idée dérivée. En fait, derrière cette crainte, c'est crainte d'affronter son père, le propriétaire de cette maison. Elle finira par ressentir qu'elle assume mal une violente colère à son égard, cas numéro 1. Thibaut craint de jeter son fils par la fenêtre. Idée dérivée. Au terme de l'analyse, il mettra à jour des désirs de mort à l'égard de son père, malade mental, qui un jour l'avait braqué avec son fusil, et à l'égard de sa mère qui l'avait éduqué à coups de gifle. Le thérapeute a besoin de conduire un travail d'analyse pour remonter à la crainte première, dont les craintes du niveau 2 ne sont que les avatars déformés. On retrouve là les mécanismes de défense que Freud a bien décrits. Sur ce point, là encore, sa contribution a été décisive. A. La déformation porte sur la personne visée. Par déplacement.
Chez Charles, 50 ans, cultivateur, la crainte de faire mal à son voisin cache la crainte de faire mal à son père, métonymie. Par symbolisme. Chez Ludivine, la crainte de faire mal à son chien cache la crainte de faire mal à son enfant, métaphore. Par retournement contre soi. Chez Thibaut, la crainte de se faire du mal, qui s'ajoute à la peur de nuire à son fils, cache la crainte de faire mal à un ancien agresseur, en l'occurrence son père. B. La déformation porte sur la façon de faire mal. Chez Victor, la peur de renverser un objet remplace la peur de blesser. Chez Jean-Claude, 50 ans, entrepreneur en travaux publics, la peur d'écraser quelqu'un remplace la peur de s'écraser moralement. C'est la déformation porte sur la transformation de l'affect de peur qui devient honte, auto-reproche, remords, culpabilité. La déformation vient de ce que la conséquence se substitue à la cause. La peur d'agresser devient la peur de ressentir de la culpabilité, d'avoir de la honte, de subir des reproches. Chez Jacques, 18 ans, lycéen, la peur d'agresser est remplacée par la honte d'avoir pu avoir le désir de le faire. L'idée dérivée a toujours un contenu de honte. Et il existe un autre type de déformation, plus rarement constatée, s'effectuant de la façon suivante. Le sujet intercale des maillons intermédiaires dans une chaîne fictive de causes susceptibles d'induire un conflit avec les personnes impliquées par le problème originel. Ensuite, le sujet va tout faire pour embrouiller la situation imaginée pour éviter la confrontation supposée. En tout état de cause, le sujet recourt à son imagination pour un lien possible avec le problème fondamental. La déformation vient de ce que le sujet craint de faire quelque chose qui aurait pour conséquence d'être amené, in fine, à faire mal à la personne originellement visée. Pour Jonathan, l'acte de débarrasser des papiers usagés pourrait avoir comme conséquence des ennuis avec l'administration, ce qui entraînerait pour lui l'obligation de se fâcher avec les préposés et au bout du compte de se confronter avec sa mère qui gère toutes ses affaires. Ces déformations se combinent entre elles. Ce qui se donne à voir dans les idées dérivées ne sont que des peurs déformées de la peur fondamentale. Le sujet, à la différence de ce qui se passe dans le refoulement, garde le souvenir de scènes problématiques, mais elles sont dénuées d'affect et la perception de la chaîne des causes qui relie les symptômes actuels et le problème fondamental est aveuglée. Ce sont les deux formes de l'isolation répertoriées par les psychanalystes. Le thérapeute ne saurait trop être vigilant sur ce que dit le patient lors des premières séances. Souvent, une scène cruciale est évoquée mais banalement, froidement. Elle est dite comme ça en passant. La cure est souvent une longue reconquête émotionnelle et affective des événements mentionnés lors des premières séances. Dès la première séance, Gabriel m'avait parlé d'une histoire familiale certes souvent compliquée, mais finalement assez ordinaire, comme on en rencontre dans de nombreuses familles. J'étais loin de me douter qu'il nourrissait à l'égard de sa mère une puissante récrimination qui n'apparaîtra qu'après plusieurs séances. Cas numéro 13. L'identification de la peur fondamentale. Les idées obsessionnelles dérivées ont des liens subtils avec la peur fondamentale. Dans chaque idée, on retrouve toujours, de près ou de loin, un lien avec la peur de mobiliser ou d'avoir à mobiliser de l'agressivité perçue comme dangereuse contre une personne proche affectivement. Plusieurs questions se posent. Trouve-t-on toujours un problème d'agressivité à l'origine des TOC ? Et à quelle époque doit-on remonter ? Dans la presque totalité des cures que je peux considérer comme réussies, le sujet a exprimé la peur de la confrontation concernant un ou plusieurs événements historiquement situés. La plupart du temps, ils remontent à l'enfance ou à l'adolescence, parfois seulement à l'âge adulte. Souvent l'événement présente une résonance fantasmatique qui structure et amplifie la peur. Est-il exact de dire que c'est un traumatisme qui est toujours à l'origine des TOC ? Non, ce n'est pas exact. La théorie des TOC ne se réduit pas à une théorie traumatique. Le traumatisme est à l'origine d'une partie seulement des TOC. Je montrerai par la suite que le trauma crée une isolation particulière. Je préfère dès lors parler d'événements ou circonstances problématiques à l'origine des TOC. Y a-t-il un ou plusieurs événements problématiques ? Il serait trop facile de croire qu'il existe un événement originaire unique à l'origine de la névrose. En fait, on le verra par la suite, les situations vécues, responsables du déclenchement de l'isolation, sont multiples et conjuguent leurs effets. Dans le travail psychothérapique, on remonte parfois à un événement unique,
intense, originelle, dont l'effet va être déterminant, mais la plupart du temps, on met à jour soit plusieurs événements qui par accumulation successive provoquent l'isolation, soit un événement qui sans être un événement fondateur présente une dimension représentative marquée. En fait, il est difficile de discerner les événements cruciaux, précisément parce que l'isolation a opéré un clivage historique et émoussé l'importance des événements. Peut-on dire que l'événementiel suffit à expliquer le déclenchement de la névrose ? J'ai déjà parlé de l'influence fantasmatique et d'une sensibilité archétypale. Mais on peut faire d'autres hypothèses. Si un sujet dramatise certains événements ou certaines ambiances familiales, alors qu'un autre sujet, plus résilient, ne le fait pas, cela peut être dû à des particularités constitutionnelles, pré- ou néonatales. Je me suis souvent demandé s'il ne faudrait pas créer un niveau plus profond, un 5e niveau, qui exprimerait ces particularités organiques du sujet. Je pense en particulier à la puissance de l'agressivité. Je cite Bergeret, « Les hommes ne naissent pas égaux en puissance du ça donc en violence fondamentale à l'intérieur du ça. » Sans doute pourrait-on aussi parler de capacités variables dans le contrôle des comportements. L'isolation est-elle totale ou partielle ? L'agressivité qui va faire l'objet de l'isolation ne concerne que la zone de confrontation, et donc certaines cibles privilégiées. L'isolation n'affecte que l'agressivité destinée aux cibles concernées par la confrontation. Il est rare que l'isolation porte sur la totalité de l'agressivité. Par la suite, le patient redoutera de faire mal dans les seuls domaines ayant un lien avec la confrontation esquivée, initiale. Je représente le processus par un schéma. L'isolation est-elle un acte unique ? Non. J'ai distingué l'isolation primitive et les isolations secondaires. En fait, je distingue deux processus. Au début, le patient a isolé l'agressivité concernant les protagonistes de la confrontation. Ensuite, l'énergie investit des pensées avec des possibilités de malheur. Ce sont ces pensées qui vont contaminer certaines cibles en soi anodines et qui deviennent des leurs. C'est là que se produisent des isolations secondaires, car le sujet fait tout pour les éviter. En même temps, le patient doit faire face à des possibilités de confrontation avec les mêmes protagonistes du départ ou avec des substituts. Chaque confrontation doit donner lieu à une réédition de l'isolation primitive à chaque nouvelle circonstance qui elle-même alimente le courant attisant les pensées de malheur. Tout continue d'être orienté vers le mental. Chaque fois que se trouve activée l'affirmation de soi, ou la défense ayant un lien avec le problème de fond, elle est dérivée vers le mental. Peut-il y avoir levée ponctuelle de l'isolation ? Le travail de la thérapie vise à abolir l'isolation. Il existe cependant d'étranges processus de levée spontanée. D'abord, à la faveur d'un changement de lieu et de circonstances, il peut y avoir suspension des isolations secondaires. Est-ce lié au fait que l'isolation primaire serait elle-même abolie, comme si un remaniement de la problématique générale s'était opéré ? Il peut y avoir levée de l'isolation primaire, lorsque la pression des événements pousse le sujet à se défendre ou riposter. Dans ce cas, l'obsessionnel habituellement calme et contrôlé décompense. On dit vulgairement qu'il pète les plombs, et s'en prend violemment à des cibles non concernées par le problème d'origine. Généralement, cette levée n'arrange rien car c'est une irruption de la violence dans un moment de crise non intégrée, plutôt sauvage, toujours regrettée ensuite. L'explosion n'a jamais lieu sur les cibles dérivées faisant partie des symptômes. Par exemple, le patient ne va pas se défouler sur un piéton dans la rue ni sur l'enfant qu'il craint de frapper. Elle se produit soit un tiers anonyme, par exemple, Jacques agresse un collègue de travail et non ses parents, soit sur un protagoniste de la scène de confrontation si celui-ci est toujours dans les parages. Par exemple, Alain s'en prend à sa mère après s'en être pris à une pochette de CD écornée. Après l'explosion qui elle-même donne lieu à isolation, tout revient dans l'ordre. À partir de quel moment l'affirmation de soi dans des situations de confrontation non concernées par l'isolation primitive peut-elle devenir un problème ? J'ai remarqué qu'à un certain degré d'affirmation de soi, le sujet entrait dans une zone rouge et redoutait le risque de violence. Par exemple, Jean-Claude me dit « Si le curseur de l'affirmation de soi monte trop haut, ça ne va plus. » L'isolation primitive. D'après mon hypothèse,
La névrose se déclenche à partir du moment où le sujet se trouve amené à effectuer un mouvement agressif conduisant à faire mal en direction d'un tiers affectivement proche, mouvement qu'il se sent incapable d'assumer. À la source de l'isolation, on a donc une situation relationnelle difficile. Compte tenu des enjeux affectifs, le recours à l'agressivité perçue comme destructive est inenvisageable. Les TOC sont générés par l'esquive de la confrontation. Le problème de la maîtrise et du contrôle de l'agressivité sur des voies dérivées prendra pitoyablement la suite. Tentons de reconstituer le processus. D'abord, il y a un processus d'isolation de l'agressivité. L'isolation est le mécanisme fondateur des TOC. Partons d'une observation d'Ionescu. Le terme isolation recouvre deux sens, il peut désigner une élimination de l'affect lié à une représentation, souvenir, pensée, idée conflictuelle, alors que la représentation en question reste consciente. Une séparation artificielle entre deux pensées ou deux comportements qui en réalité sont liés, leur relation ne pouvant être reconnue sans angoisse par la personne. L'isolation fondamentale du niveau 1 présente les deux aspects classiques, l'anesthésie du ressenti agressif, banalisation, et la césure dans le souvenir des tenants et des aboutissants. La chaîne causale est cassée. Je n'ai pas été agressif, il ne s'est rien passé de grave, il n'y a aucune conséquence. Tel est le discours que l'obsessionnel se tient à lui-même. L'événement est neutralisé. À partir de là, le patient se donne pour maxime, ne rien sentir, ne rien toucher, ne rien associer qui puisse abolir l'isolation. Tout se passe comme si le courant agressif, en direction de sa cible initiale, avait été coupé. Je propose souvent à mes patients la métaphore du débranchement du cordon électrique, alimentant un appareil ménager quand il y a un risque. De la même façon qu'un usager face à un appareil ménager en court-circuit qui s'enflamme le débranche brutalement, le sujet obsessionnel, en face d'une situation perçue comme dangereuse, coupe son agressivité. À partir de là, le sujet ne perçoit plus son agressivité à l'égard de l'agresseur, ni le lien entre les tenants et les aboutissants. Celui-ci n'est plus identifié comme agresseur et l'agressivité laisse la place à une relation neutre. Il faut insister sur le fait qu'à ce niveau, avant l'isolation, le patient était dans un contact relationnel sensorimoteur, il n'était pas dans l'idée. Il était dans le concret. L'isolation, une fois réalisée, a des conséquences au plan sensorimoteur, énergétique, cognitif, émotionnel, relationnel sur lesquels on aura l'occasion de revenir. J'insisterai sur une conséquence importante du processus d'isolation. L'énergie agressive sensorimotrice isolée monte dans le mental. C'est ce que je nomme la mentalisation. Pour reprendre une expression appartenant au vocabulaire des toxicomanes, le patient reste perché dans le mental. Au niveau 2, on ne trouve plus que des idées dérivées dont le contenu a été déformé par rapport à la situation initiale. Ces idées toujours inquiétantes tournent dans la tête, moulinent indéfiniment. Le combat initialement situé au niveau sensorimoteur, où la confrontation a été esquivée, se transpose dans le mental. La lutte initiale se poursuit sur des voies détournées et déformées. La mentalisation, c'est le fait que l'énergie dégagée par l'isolation s'engouffre dans le mental. Ce processus est le résultat de la dissociation entre l'affect et la représentation, découverte géniale de Freud. Pour illustrer le processus du blocage de l'agressivité, j'utilise deux métaphores auxquelles les patients sont généralement très sensibles. Celle de l'écluse, schéma numéro 5, l'énergie monte dans le mental, comme l'eau du canal dont le cours est barré monte dans l'écluse, ou celle du tourniquet qui arrose les champs de maïs. La poussée de l'eau fait tourner indéfiniment le tourniquet qui répand l'eau sur le champ. Chez Marguerite, la peur que sa maison d'habitation brûle est l'idée obsessionnelle déformée de la peur, isolée, d'avoir à affronter la réprobation du père, à qui appartient la maison si la maison venait à brûler, cas numéro 1. Chez Marie-Jo, la peur souiller le linge vient directement de la peur de mobiliser une agressivité, isolée, contre ses parents, le lien se faisant par les remarques désagréables que ceux-ci peuvent lui faire lorsqu'elle est occupée à laver le linge, cas numéro 3. Chez Thibaut, la peur de jeter son bébé par la fenêtre ou la peur de se pendre est reliée à des pensées agressives, isolées, contre son père jadis malade mental et violent.
L'isolation primitive traduit le refus d'un contact vécu ou perçu comme agressif avec un agresseur potentiel, souvent un proche. Le problème n'est pas la peur de cet agresseur, on serait dans le champ de la phobie, mais la peur de devoir activer une agressivité interne susceptible de faire mal à l'autre, perçue comme incontrôlable et dévastatrice. La peur obsessionnelle est foncièrement la peur de soi-même. C'est l'esquive de la confrontation agressive qui est à la source des TOC. Telle est l'hypothèse théorique commandant tout le travail thérapeutique. Le problème est en effet que l'isolation va produire une arborescence d'effluence que le TREC se donnera la mission de décoder et surtout, de faire régresser vers la source. L'évolution de la névrose, l'effluence. Ainsi donc, pour rendre compte du mécanisme de l'isolation, je développe un modèle énergétique dynamique. Je postule qu'avec l'isolation, l'énergie est certes débranchée mais qu'elle n'est pas annihilée. Que devient alors cette énergie ? Tout d'abord, l'énergie monte dans le mental et investit des pensées de malheur, c'est-à-dire des pensées comportant le risque de faire mal à autrui. C'est le processus de mentalisation. La mentalisation éloigne le sujet de la confrontation psychomotrice. Écoutons Freud. Deviennent compulsionnels les processus représentatifs qui s'effectuent avec une énergie, laquelle, tant du point de vue qualitatif que quantitatif, n'est d'ordinaire destinée qu'à l'action, c'est-à-dire des pensées qui régressivement doivent remplacer des actes. Ensuite, elle investit les rituels et alimente les évitements, les uns et les autres servant à la prévention des malheurs redoutés. Je propose d'appeler effluence l'investissement du mental, pensées obsessionnelles, puis du comportemental, rituel et évitement. Du latin efflure, l'adjectif effluent signifie qui s'écoule d'une source. Généralement les effluents ont une connotation négative, d'éjection, déchets nucléaires. L'énergie libérée par l'isolation est orientée vers le haut, le mental, puis, pour assurer la lutte contre ces idées, vers des rituels comportementaux ou mentaux. Les effluences sont les investissements de la pensée ou de l'action, par une énergie libérée par l'isolation fondamentale. Je qualifie les effluences des émanations à effet négatif. Idées et rituels prolifèrent en fonction de la culture du sujet, d'une logique événementielle ou d'une logique symbolique. À partir du moment où l'énergie monte dans le mental, le sujet fait flèche de tout bois pour investir pensée et rituels. Le sujet dispose dans son répertoire mental de souvenirs ou de pensées liées à son histoire et à son contexte socio-culturel, qui le prédisposent à être sensible à certains malheurs. L'expérience de vie fournit des souvenirs qui vont se trouver investis d'une charge émotionnelle nouvelle. Chez Pascal, 38 ans, agricultrice, c'est toute la thématique agricole qui se trouve dramatisée. L'obsession de perdre des animaux et de mal les soigner recouvre et cache ses récriminations à l'égard de son mari qui ne l'a pas assistée dans des moments difficiles ni défendu à l'égard de sa belle famille. Pour François, 36 ans, comptable, une éducation rigide a exacerbé le sens de la responsabilité. Les événements eux-mêmes, fortuits, fournissent des issues pour l'énergie dérivée. Thibaut, qui nourrissait un gros contentieux à l'égard de ses parents, a trouvé dans une circonstance imprévue une voie pour l'expression de son agressivité isolée. Le spectacle du suicide d'un ami auquel il a assisté a offert un modèle d'exutoire à l'énergie libre sous la forme d'un retournement contre soi, et la peur du suicide est devenue une de ses obsessions récurrentes préférées. L'énergie qui conduit à la formation des rituels est de la même provenance, et leur formation obéit à la même logique. Souvent ils s'installent de façon fortuite. Le plus souvent, les patients retiennent un procédé qui ponctuellement a fait baisser l'angoisse. La plupart du temps, il applique un mécanisme de défense auquel le patient est particulièrement sensible. Christine a installé l'habitude d'inscrire des petites croix en fin de page depuis le jour où elle a eu l'impression que ce geste détendait son poignet et la soulageait de son stress anorexique. C'est ainsi que se fixent et prolifèrent obsessions et rituels. Mais ceux-ci gardent toujours, peu ou prou, la trace du problème d'origine. Freud résume cela dans une phrase éloquente à propos des obsessions. Ce qu'on appelle officiellement idées obsessionnelles, contient ainsi dans sa déformation par rapport à la teneur primitive, des traces de la lutte de défense primaire. Ces effluences permettent l'utilisation de l'énergie, en maintenant le sujet sur des voies le mettant à l'écart des risques. C'est un effet positif, certes,
mais qui est contrebalancée par d'autres effets dévastateurs. L'isolation primitive a bloqué la confrontation. La charge agressive est détachée de ses cibles originelles. Le lien entre les symptômes et le problème originel est perdu. L'énergie désormais libérée trouve de nouvelles cibles, les pensées de malheur. Elle se répand en effluence dans le mental, puis dans les rituels et les évitements. Elle initie une force centrifuge par rapport au problème initial, à l'image de l'expansion de l'univers qui s'éloigne du Big Bang. La contrainte des idées vient donc du forçage du mental par l'énergie libérée par l'isolation. La question du contrôle du mental et du comportemental. Suite à l'isolation, un autre phénomène se produit. Non seulement le sujet se trouve contraint de penser dramatiquement par ce forçage du mental, mentalisation, mais en même temps il éprouve un sentiment d'impuissance à contrôler ses idées. Le contrôle lui échappe. J'aborderai cette question plus tard. Le manque de contrôle pourrait venir du manque de sérotonine. Je formule l'hypothèse que l'isolation produit le manque de sérotonine. D'où la formation d'un cercle vicieux. Le sujet, par peur de la confrontation agressive et de commettre le mal, se retire du champ de bataille. Il ne veut plus rien savoir de la lutte. Le problème est que ce retrait n'est pas neutre neurologiquement. La baisse du niveau de sérotonine pourrait bien le priver de la possibilité de contrôler ses idées. D'où l'effervescence et l'emballement du cerveau, que rien ne peut arrêter. Chapitre 2. Les PROBLEMATISATIONS classiques des TOC. L'origine de la contrainte. Une réflexion autour de l'origine de la contrainte me paraît un bon fil conducteur pour aborder les diverses théorisations des TOC. Dans son très beau livre, Castel parle des embarras de l'action. Comment les divers théoriciens, à partir du XIXe siècle, ont-ils abordé cette question et ont-ils tenté d'y répondre? Jamais trouble psychopathologique n'a inspiré autant de théories. Ma thèse prend en compte les théories les plus référencées, en adopte certains chapitres et articule des processus significatifs autour de mon hypothèse. Ma démarche est résolument intégrative. On se pose souvent la question de savoir quels sont les mécanismes qui propulsent puissamment les idées obsessionnelles dans l'esprit du patient, en le privant de toute possibilité de contrôle volontaire, et à l'inverse, contraignent sa volonté à exécuter inlassablement des rituels comportementaux ou mentaux. Dans la production de l'idée obsessionnelle, la contrainte faite au sujet vient de ce que l'idée, véritable électron libre, hyperchargée émotionnellement, échappe à la volonté et au pilotage. C'est une intrusion forcée et subie. Il y a hypocontrôle. Dans le rituel, la contrainte vient de ce que l'activité est volontaire mais suractivée et renforcée. Le rituel s'impose à la volonté. Il y a hypercontrôle. Dans les deux cas, le contrôle volontaire et libre paraît échapper au sujet. Tout se passe comme si le sujet avait perdu la télécommande de ses pensées et de ses comportements, contrôlant insuffisamment les unes et excessivement les autres. Habituellement, un sujet reste, dans une certaine mesure, le maître de ses pensées et de ses comportements. Un patient me disait récemment : « Je voudrais pouvoir piloter mes pensées et mes comportements et en changer à mon gré. » L'obsessionnel est contraint car il a perdu le contrôle de sa pensée et de son action. Les pensées s'imposent à lui, et il n'arrive pas à s'en débarrasser. Il se focalise ensuite sur des rituels insensés, qu'il s'échine à s'imposer. La métaphore de la conduite automobile illustre le problème. Le sujet est installé dans la voiture devant le tableau de bord. Il constate que le bolide est lancé à 200 à l'heure. Une force incontrôlable appuie sur un accélérateur, obsession, auquel son pied droit n'a pas accès tandis que son pied gauche est impitoyablement contraint d'appuyer sur le frein rituel. Tous les patients se plaignent d'avoir perdu cette maîtrise, cette souplesse, cette fluidité qui permet de glisser d'un sujet à un autre en toute liberté, d'agir à leur guise quand et comme ils le veulent. La pensée m'a suivi, je ne peux pas faire autrement, déplore l'obsessionnel quand il parle et de ses pensées et de ses rituels. Être guéri des TOC, c'est retrouver la liberté de penser et d'agir, c'est de sortir de la contrainte. La solution aux obsessions, c'est de pouvoir penser qu'un incendie pourrait se déclarer, qu'on peut faire tomber un enfant, qu'il y a des malades du sida dans la société, sans que ces pensées accrochent l'esprit et ne persistent indéfiniment à l'instar de ces météorites lancées à grande vitesse dans l'espace et que rien n'arrête.
c'est de ne plus y penser ou de pouvoir penser à autre chose. La solution au rituel, c'est de pouvoir vérifier son travail une fois sans avoir besoin d'y revenir, sans subir le forçage et la contrainte. D'où vient la force qui impose au sujet les idées intrusives et le contraint au rituel et aux évitements? Il existe 5 théories classiques prétendant expliquer l'origine des TOC. Prenons-les par ordre d'apparition historique en gardant à l'esprit le fil conducteur de la question. D'où vient la contrainte? Pierre Janet et la PSYCHASTHENIE, 1903. Les auteurs font la plupart du temps l'impasse sur la théorie de Pierre Janet sous le prétexte, si on est analyste, qu'elle a été balayée par l'approche psychanalytique qui pose l'origine psychosexuelle et conflictuelle de la névrose, et si on est cognitivo-comportementaliste, que la théorisation complexe janétienne fondée sur une caractéristique de la personnalité serait datée et dépassée. On a tort, car l'idée de faiblesse psychique mise en avant par Janet est essentielle. Elle est parfaitement intégrable à la problématique que je défends. L'explication de la contrainte chez Janet est structurelle, elle réside dans la faiblesse de la personnalité. Son ouvrage est le résultat de travaux commencés dans les années 1890. Janet isole les obsessions du cadre de la folie, des délires et de la dégénérescence mentale et en fait une entité séparée. Il les rapporte à un état de faible tension psychologique qu'il nomme psychasthénie. Cet état d'affaiblissement, inné ou acquis, est aussi à l'origine des phobies et des états anxieux. Il entraîne la perte de contrôle de la pensée consciente volontaire, la libération de structures mentales et d'actes de qualité inférieure. La théorie des obsessions chez Janet s'articule donc autour du concept clé de psychasthénie. Ce trouble correspond à un déficit d'énergie mentale acquis ou inné, dont souffre une partie de la population. Cette faiblesse entraîne la faiblesse psychique, la libération incontrôlée de structures psychiques archaïques en particulier agressives, et l'incapacité du sujet à contrôler ses idées. Ceci dit, Janet décrit une montée en puissance du trouble en partant d'un état d'incomplétude et d'imperfection amenant des processus obsédants et des agitations forcées, pour aboutir finalement aux obsessions et aux compulsions proprement dites. Dans cette théorie, la contrainte vient de la faiblesse du moi incapable de contrôler des processus archaïques puissants et irrationnels. Castel consacre à Janet d'intéressants développements. Il pose tout d'abord la thèse anthropologique selon laquelle la psychasthénie n'est que l'expression psychique du mal-être républicain, 321, et il explique ce trouble, par la difficulté à accomplir à fond les tâches nécessaires à l'individuation nouvelle, 322. La psychasthénie, c'est la pathologie de la force morale, 328. C'est le résultat de la dégénérescence et le résultat des mauvaises habitudes de l'enfance, 330. Pour Janet, la psychasthénie signe l'échec de l'individu à se confronter avec le réel social, 333, d'où sa fuite dans le rêve, l'abstraction, le doute, l'angoisse, la fatigue. Elle signe la faiblesse de la volonté, 334. La problématique de Janet n'est pas conflictuelle à la différence de celle de Freud. Le psychasthénique est seulement un être faible, incapable d'adaptation sociale. Il n'a pas été éduqué à la lutte pour la vie, 338. Tous les symptômes, en particulier les scrupules, résultent des déficits du cerveau, 339. Ce qui caractérise au plus haut point ces malades, c'est la boulie, 365, et l'incomplétude, 340. Non seulement les actes sont incomplets, mais même les pensées n'ont pas l'énergie requise pour s'élaborer et s'imposer, 342. Castel conclut le propos en parlant d'une névrose de relation, 366. Selon Castel, Janet articule bien obsession et compulsion. Si l'obsessionnel souffre bien d'un trouble de l'agir, c'est qu'il répète un acte qui rate à chaque fois, d'une part, mais d'autre part aussi il s'agit d'un acte destiné à prévenir un état de choses qu'il réprouve, 359. Plus qu'un traitement médical, c'est un traitement de la force morale, 329, une rééducation de la fonction du réel, 368, que Janet va préconiser. Celui-ci ne recourt ni à l'hypnose ni à la suggestion. Le thérapeute doit s'engager dans la relation avec le patient pour le soutenir, l'étayer, voire le protéger des obstacles préjudiciables à sa faiblesse, 372. La relation thérapeutique est la clé, 374. Castel pointe la tentative de Janet, dans une perspective très pragmatique,
de court-circuiter son mentisme 380, en offrant au malade un appui psychoéducatif lui permettant de récupérer une part de son autonomie et de sa force. Je mets en lien direct cette faiblesse janétienne du moi avec ce que j'appellerais, dans la section « Hypnothérapie dynamique », le manque d'affirmation de soi. La thérapie psychodynamique ou psychanalytique, 1909. La théorie a été développée par Freud dans de nombreux articles ou ouvrages mais principalement dans L'homme au rat, ouvrage Princeps paru en 1909. L'explication de la contrainte chez Freud est d'ordre pulsionnel. Pour Freud, la difficulté à dépasser le complexe d'Œdipe est à l'origine des 3 psychonévroses de défense. Plus précisément, c'est la crainte de la castration qui fait redouter au jeune enfant d'avoir des désirs libidinaux pour le parent de sexe opposé, et lui fait craindre le châtiment du parent de même sexe. L'enfant refoule ou plutôt tente de refouler désirs, craintes et percepts associés. Mais cette tentative échoue. Le procédé est primitif et inefficace. Comme le dit Nasio, le refoulement rend le refoulé encore plus virulent. La névrose est finalement l'histoire de l'échec du refoulement. Le refoulé fait retour. C'est là qu'entre en scène la névrose obsessionnelle. La solution obsessionnelle, favorisée d'une part par des particularités constitutionnelles, probablement une hypersensibilité anale, d'autre part par une éducation rigide entraînant une fixation au stade sadique anal, transforme la lutte. La pulsion sexuelle phallique barrée régresse au stade sadique anal et devient pulsion agressive. Le sujet doit gérer une double haine. La haine pour le parent de même sexe et l'amour pour le parent de sexe opposé devenu désormais par régression désir de mort. Une citation de Fénichel éclaire le double processus. Le sadisme se combine avec l'hostilité oedipienne ressentie contre le parent du même sexe et impose de nouvelles tâches défensives au moi. À ce stade, le sujet est en proie à de puissantes pulsions hostiles condamnées et refusées par le surmoi. La défense a été en premier dirigée contre le complexe d'Œdipe phallique et l'a supplantée par le sadisme anal, puis la défense a continué contre les impulsions anales. La solution obsessionnelle consiste à recourir à d'autres mécanismes de défense que le refoulement, tout particulièrement à l'isolation. Le malade n'a pas oublié ces traumatismes pathogènes, mais a perdu la trace de leur connexion et de leur signification émotionnelle. C'est cela le mécanisme de l'isolation. D'autres mécanismes de défense vont opérer. D'abord, l'intellectualisation. L'obsédé fuit les affects et se réfugie dans le monde de la pensée abstraite. La pensée obsessionnelle est théorique au lieu d'être réelle. Les patients s'intéressent aux cartes géographiques, aux illustrations plutôt qu'aux pays et aux choses. Mais n'oublions pas que pour la psychanalyse, la pensée du patient remplace sa sexualité incontrôlée. L'agressivité est un avatar de l'amour et du désir. Ensuite, le déplacement qui explique l'énigme du contenu de la pensée obsessionnelle. Enfin, l'annulation rétroactive, la formation réactionnelle et certaines formes d'isolation qui expliquent la fabrication des rituels. Résumons. Pour Freud, la névrose obsessionnelle est une névrose pulsionnelle d'origine sexuelle. Il met en place une explication complexe mettant en évidence plusieurs temps. Premier temps, à la phase oedipienne, la libido visant le parent de sexe opposé subit un refoulement lié à un conflit intrapsychique. Mais le refoulement, sous la force du réel, est mis en échec. Deuxième temps, la libido attirée par des points de fixation subit une régression. La libido devient sadique anal, mélange d'agressivité et d'érotisme. Troisième temps, ce courant qui mêle ses os à la haine oedipienne pour le parent de même sexe subit une répression par le jeu de différents mécanismes, isolation, formation réactionnelle, annulation rétroactive, déplacement. Ces mécanismes produisent une transformation de la libido qui se trouve déviée de sa cible. Le génie de Freud est d'avoir perçu la dimension agressive de la névrose obsessionnelle et identifié les mécanismes fondamentaux qui la fabriquent, en particulier l'isolation. Mais il faut aussitôt remarquer que dans cette théorie psychanalytique, il n'est question que de sexualité. Pour Freud, la névrose obsessionnelle c'est une affaire d'Œdipe. La peur fantasmatique de la castration est devenue le concept majeur de la théorie et a supplanté la théorie du traumatisme réel. L'agressivité dérive de l'Œdipe et n'est présente que sous forme de sexualité régressée.
Après 1920, la nouvelle théorie de Freud qui présuppose une pulsion de mort voit le jour. Étonnamment, elle ne va pas modifier la théorie obsessionnelle. La théorie était brillante mais la cure s'est souvent avérée, et cela dès les origines, assez inefficace. Fenicel, dans sa théorie des névroses, avec le recul dont il dispose désormais en 1945, élabore une liste d'objections dont la plus forte sans doute est que le sujet ne s'investit pas suffisamment dans les associations libres et détourne la cure en l'isolant. Il y a toujours un danger que la cure ne soit vécue qu'intellectuellement, par le patient. C'est bien là une des clés de l'échec de la cure. Une autre raison de l'échec, mais là Fenicel ne pouvait évidemment pas l'invoquer puisqu'il restait fidèle à la doxa freudienne, tient au recours d'une grille inadéquate qui oriente systématiquement l'analyse en direction de la sexualité. Pour toutes ces raisons, la psychanalyse en tant que cure de la névrose obsessionnelle est tombée en désuétude et a été supplantée par d'autres approches qui ont pris le pas sur elle en parvenant à dénouer le cercle infernal de la reproduction des symptômes. Le problème est que ces nouvelles théories ont fait de la névrose une névrose émotionnelle ou cognitive, et ont complètement évacué le côté pulsionnel. Je considère pour ma part qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, et qu'on ne peut pas traiter les TOC sans prendre en compte le côté pulsionnel. Pour Freud, prisonnier de son pansexualisme, la névrose reste de nature sexuelle, puisque l'agressivité incriminée n'est que de la sexualité régressée, à laquelle se joint un courant d'hostilité du niveau oedipien. Pour moi, suivant en cela Freud, la névrose obsessionnelle demeure fondamentalement une névrose pulsionnelle. Mais attention! Non pas une névrose de la sexualité, mais une névrose de l'agressivité. Le cas d'agressivité sadique anale, en tant que libido régressé, n'est qu'un cas particulier de la névrose probablement de plus en plus rare, compte tenu dans nos sociétés de l'érosion du surmoi et de la grande libéralisation sexuelle. On aurait intérêt à réserver le terme de névrose obsessionnelle à ce cas particulier des TOC. En revanche, il me semble que c'est rendre justice à Freud que de reconnaître qu'il a magnifiquement analysé le mode de lutte contre l'agressivité. Parmi les 70 cas que j'ai étudiés, le cas de figure freudien a été plus l'exception que la règle. J'ai suspecté une problématique oedipienne avec la nécessité d'un travail spécifique sur la sexualité, dans 2 cas seulement. La problématique d'Élise, cas numéro 12, présente une dimension sexuelle qui aurait mérité d'être explorée. Mais l'arrêt de la thérapie ne m'a pas permis de poursuivre le travail. Victor, en plus du fait qu'il souffrait d'un contentieux agressif avec sa sœur, me semble avoir refoulé un attachement oedipien à sa mère qui, par régression sadique anale, est devenue motion agressive pour une part à l'origine de ces TOC. Suite à un échec de la thérapie, j'ai dû tenir compte du refoulement sexuel. Actuellement, la thérapie étant toujours en cours, j'opère un virage dans ce sens. Ceci dit, Freud explique bien la contrainte par la dérivation de l'énergie sexuelle. Je souscris complètement à cette idée, mais pour moi l'énergie dérivée est avant tout celle d'une agressivité isolée. Castel consacre de très longs développements à la théorie freudienne. J'adhère complètement à ses analyses. Je pointe très sommairement 3 clés. Selon lui, contrairement aux idées reçues, la découverte de la psychanalyse doit plus à l'étude sur la névrose obsessionnelle qu'à celle de l'hystérie. La découverte géniale de Freud n'est pas de donner une origine sexuelle aux psychonévroses, en particulier à la névrose obsessionnelle, cette idée était dans l'air du temps, mais d'avoir découvert le mécanisme de dissociation entre l'affect et son objet. Tout en reconnaissant que la psychanalyse ne peut plus fonctionner sur les mêmes prérequis qu'au temps de Freud, Castel décrit un exemple de psychanalyse, le cas Paramore, qui garde de larges pans de la théorie psychanalytique classique, tout en donnant à la honte une fonction explicative centrale. Il suggère que le psychanalyste s'engage plus résolument dans la cure avec une attention plus soutenue en direction du contre-transfert. Le psychanalyste paye de sa personne. O.H. Maurer et Victor Meyer, 1960 à 1966, l'approche comportementale. Dans les années 60 à 70, des théories ont vu le jour tentant d'expliquer la névrose obsessionnelle par la thérapie comportementale, c'est-à-dire par les théories de l'apprentissage. Ces théories placent l'anxiété à l'origine de la névrose.
Ce sont des théories émotionnelles qui expliquent la contrainte. C'est à O.H. Maurer, 1960, qu'on doit la théorie des deux facteurs et à Victor Meyer, 1966, la mise au point du traitement par l'ESPR, exposition au stimulus et prévention de la réponse. L'idée clé est d'apprendre aux patients à éviter l'évitement et à s'habituer à l'idée ou aux stimuli déclenchant l'idée. La théorie de Maurer est la plus célèbre car elle est à l'origine d'une thérapie jugée efficace et toujours pratiquée. En 1960, Maurer, s'appuyant sur les nouvelles théories de l'apprentissage, élabore la théorie des deux facteurs, ou théorie de l'évitement. Le TOC est un comportement appris qui s'entretient grâce à la puissance de ses renforcements. On se situe dans une problématique émotionnelle. C'est un trouble de l'anxiété qui s'entretient par l'efficacité même de son traitement. Maurer décrit un premier facteur expliquant le déclenchement du trouble par un phénomène de conditionnement classique. Le sujet associe fortuitement un stimulus neutre, par exemple la saleté, le désordre, à un stimulus inconditionnel aversif, douloureux et générateur d'émotions négatives, en particulier l'anxiété. Le stimulus neutre engendre la même réponse d'anxiété que le stimulus aversif. L'autre facteur explique le maintien du trouble par le conditionnement opérant, en l'occurrence par recours à des rituels. Le rituel, en soulageant efficacement l'anxiété, crée un appel à sa reproduction dès que réapparaît l'anxiété. Il y a processus de relance et de renforcement. Les rituels et les évitements se maintiennent par leur réelle efficacité à réduire l'anxiété générée par l'idée obsédante. Elles réduisent l'inconfort, préviennent subjectivement la survenue d'un événement malheureux, elles restaurent un sentiment de sécurité. Nous avons là une explication entièrement fiable sur laquelle le protocole de traitement des TOC par exposition au stimulus et prévention de la réponse, ESPR, a été élaboré. Le maintien des évitements s'explique de la même façon, par leur efficacité à éviter l'angoisse. La thérapie comportementale, très bien indiquée quand le patient lutte contre une idée obsessionnelle par des rituels, explique donc la force de la compulsion par le processus de renforcement. C'est paradoxalement grâce à son efficacité à réduire momentanément l'angoisse que le rituel relance le rituel. Le traitement par exposition au stimulus, déclencheur et prévention de la réponse, ESPR, mis au point en 1966 par Victor Meyer, permet d'obtenir une réduction, voire l'extinction de la ritualisation. À l'inverse, en se privant de la possibilité d'éteindre l'angoisse liée à une pensée par un rituel, le patient, guidé par le thérapeute, opère peu à peu des changements dans ses fonctionnements. L'angoisse devient moins forte, dure moins longtemps et le besoin de ritualiser s'estompe. Quelques réflexions critiques s'imposent. Le premier facteur paraît d'un pouvoir explicatif faible. Il est difficile en effet d'expliquer le côté anxiogène des idées obsédantes, par leur seule association avec des stimuli aversifs. Il y a rarement de lien entre l'apparition des idées obsédantes d'une part, et des rituels d'autre part avec des événements anxiogènes. Et si on trouve un lien, celui-ci n'explique pas toujours pourquoi s'est formée telle obsession plutôt qu'une autre. Le conditionnement peut expliquer la formation de phobies, mais assez peu la formation des idées et des rituels. Le déconditionnement, la désensibilisation au stimulus est soit inaccessible soit est peu efficace. Dans le cas de Thibaut, j'ai pu identifier un stimulus pouvant être à l'origine de l'obsession de se suicider. Ce patient avait découvert le corps de son ami pendu par une corde. J'ai effectué une tentative de désensibilisation de la corde, mais sans résultat. La corde était reliée à bien d'autres stimuli que la corde du suicide. En fait, le processus de formation de l'obsession dépend marginalement des circonstances extérieures, mais surtout de l'état intérieur du sujet, de son vécu intime, de sa problématique de fond, en particulier de son rapport à l'agressivité. Cet état intime enflamme les déclencheurs. Assurément, certaines situations peuvent être facteurs de stress pour l'obsédé. Elles sont source d'anxiété en ce qu'elles représentent une possible menace d'abolition de l'isolation, si centrale dans l'obsession. Dans ce cas, on parlera de déclencheur plutôt que de cause de l'obsession. En revanche, le second facteur reste très probant pour expliquer le maintien des compulsions. Il est à la base de la méthode d'exposition avec prévention de la réponse. En résumé,
L'approche comportementale a un pouvoir explicatif de la formation des TOC assez faible. Elle n'explique pas comment se forment les TOC et pourquoi une idée somme toute banale devient anxiogène. Mais elle explique le mécanisme de maintien des rituels et décrit comment les TOC s'entretiennent, se développent et prolifèrent. C'est donc plus une théorie des compulsions qu'une théorie des obsessions qui, elles, ne sont pas expliquées. Si je me réfère à mon expérience, j'ai constaté qu'en recourant à cette méthode, mais je l'ai adaptée dans le protocole que je nomme PSG, protocole de la suspension du geste, la tendance à ritualiser pour soulager l'angoisse se réduit considérablement. Mais cette efficacité pourrait s'expliquer par des facteurs différents de ceux qui sont invoqués par les pionniers. En tout cas, le cercle vicieux qui entretient et amplifie l'angoisse est cassé. Ce travail sur les rituels a aussi pour une part un impact certain sur la pensée anxieuse qu'un malheur peut arriver. Yannick, suite à un travail par le protocole PSG, a réduit considérablement ses vérifications de la fermeture des fenêtres mais n'a guère modifié les peurs à l'arrière-plan. Cas numéro 2. Cécile, après un travail sur les vérifications en voiture, crainte de renverser un piéton, en a réduit le nombre et fait régresser la crainte sous-jacente de faire du mal. Le plus souvent persiste chez le patient une vague crainte d'être cause d'un malheur, crainte qui dérive de l'esquive de la confrontation initiale. Cette vague crainte peut donner lieu à de nouvelles ritualisations. Si un travail n'est pas fait au niveau 1, cette crainte a tendance à se déplacer de thème en thème. La thérapie comportementale construit une problématisation émotionnelle du TOC. Elle explique l'installation et la persistance du cycle infernal pensée-ritualisation. Elle propose un traitement efficace pour le casser, mais ne fournit aucune explication fiable quant à l'origine et à la force de la pensée. Pour Maurer, c'est l'association à un stimulus qui est la cause de la force. Mais on n'arrive pratiquement jamais à expliquer l'obsession par un conditionnement à un stimulus particulier. En fait, l'usage de l'ESPR, même s'il s'avère efficace, fait aujourd'hui l'objet de remises en cause. J'en citerai 2. Lors du dernier congrès de l'AFTOC, de tendance résolument comportementaliste, organisé à l'hôpital de Salpêtrière de Paris à Paris le 13 octobre 2012, j'ai été surpris d'entendre 2 conférenciers neuropsychologues remettre en cause l'ESPR. Les intervenants, Claire et Tribou, ont par la suite en 2013 publié un ouvrage pour exposer leur thèse. Ils reprochent à l'ESPR d'être trop centré sur la réduction de l'angoisse. Comme je l'ai déjà dit, pour eux, le besoin thérapeutique n'est pas là, il est dans l'extinction de l'excitation provoquée par l'emballement du cerveau en manque de sérotonine. Il s'agit non pas d'éteindre l'anxiété, mais de casser l'habitude du patient à décharger une vaine excitation dans les rituels. Castel, de son côté, sans remettre en cause l'efficacité de la méthode, critique les justifications qui sont données par leurs promoteurs. Dans le TREC, je reprends la méthode de l'ESPR mais avec une visée nouvelle. J'intercale un blanc, une bulle, isolation thérapeutique, entre le stimulus et sa réponse et ce, dans un contexte hypnotique qui modifie complètement l'esprit de la méthode. La thérapie cognitive que je vais maintenant présenter cherche à expliquer la force et le maintien des idées obsessionnelles. Ce n'est pas qu'une affaire d'habitude. Elle invoque et décrit le processus de dramatisation à la clé des pensées obsessives, ce qui permet un travail différent sur les rituels. PM. SALKOVSKIS et SRACHMAN, 1970 à 2000, l'approche cognitiviste. Cette approche se centre sur un point particulier de la problématique des TOC. Le modèle a vocation à expliquer l'origine de l'idée obsessionnelle, la crainte qu'un malheur arrive, et le projet thérapeutique vise à la restructurer. Le modèle d'explication de la contrainte est cognitif. À partir des années 1985, c'est à une explication de type cognitiviste que les auteurs s'attachent à donner. Les travaux de Beck sur la dépression et les troubles anxieux, 1985, servent de référence pour expliquer et traiter les TOC. Les modèles les plus utilisés ont été développés parallèlement par Salkowski, 1985 à 2000, et Rachman, 1978 à 1998. Le modèle distingue 3 niveaux. 1. Les pensées intrusives ou obsessions. Ce sont des pensées dramatiques qui évoquent le risque d'un malheur. Elles envisagent que quelque chose de grave pourrait arriver par négligence ou par faute personnelle, et qu'il faut éviter absolument.
2. Les pensées automatiques négatives. Elles sont une interprétation négative de la pensée intrusive, somme toute banale. Elles sont reliées à des schémas cognitifs et des croyances particulières. Des raisonnements négativisent et dramatisent l'idée. 3. Les pensées ou comportements neutralisants ou compulsions mentales ou comportementales qui visent à soulager l'angoisse. La théorie cognitive se centre sur l'activité mentale. Elle cherche à expliquer la fréquence et la force des obsessions. Une citation de Bouvard, 2003, résume très bien la démarche. L'objet de la thérapie cognitive sera d'identifier les pensées automatiques et les pensées neutralisantes ainsi que les schémas afin de permettre au sujet d'affronter les situations anxiogènes sans ritualiser. En effet, les pensées intrusives entraînent des pensées automatiques et des pensées neutralisantes, rituels internes, ou des rituels externes qui réduisent temporairement l'angoisse mais maintiennent le trouble. Les pensées automatiques sont générées par des schémas situés dans la mémoire à long terme et fonctionnant de manière automatique. Le modèle explique le forçage de la pensée de deux façons. D'une part, elle décrit comment se forme un cercle vicieux. La lutte contre la pensée contribue à la renforcer, loi de Rachman. C'est la focalisation sur les idées qui favorise leur survenue dans un contexte d'hypervigilance. Ici, ce n'est pas l'efficacité, renforcement qui crée le retour mais l'opposition, la lutte. C'est leur refus qui provoque paradoxalement leur rebond. D'autre part, et plus fondamentalement, la force de l'idée provient du travail des idées automatiques qui dramatisent à l'excès des pensées somme toute banales chez le commun des mortels, les idées automatiques étant elles-mêmes alimentées par des schémas de pensée archaïques, par exemple la toute-puissance de la pensée, la responsabilité par rapport à ses pensées. C'est la dramatisation qui impose l'idée par un effet de focalisation. Ces schémas, croyances, à l'arrière-plan des pensées négatives automatiques créent la dramatisation d'idées banales et furtives chez la plupart des sujets. On trouve principalement un sentiment excessif de responsabilité, une importance exagérée accordée à la pensée au détriment de l'émotion, du sentiment, de la sensitivité, le besoin de contrôler absolument les pensées, une surestimation des menaces anticipées, une intolérance à l'incertitude, la croyance dans la possibilité d'agir parfaitement. Sonia pense que si l'idée de folie est dans sa tête, c'est que la folie doit bien être présente dans sa personne, cas numéro 11. Alain pense qu'on est responsable de ses pensées, et qu'une pensée immorale crée l'immoralité. Par ailleurs, la dramatisation s'accompagne d'une série d'erreurs logiques, l'abstraction élective, focalisation sur un détail, la globalité du contexte n'étant plus perçue, la maximalisation du drame, exagération des conséquences, l'inférence arbitraire, raisonnement sans preuve et le causalisme personnel. La tendance à s'attribuer la responsabilité de toutes sortes d'événements extérieurs. Tout se passe comme si le sujet poussait en avant, boostait continuellement une idée à l'origine banale. Ainsi assisterait-on à un véritable bugage de la pensée, autour d'une idée fixe dramatisée à l'excès. Ensuite, on retombe dans le schéma comportemental classique. Le sujet cherche à se défaire de l'idée fixe ou plutôt cherche à exorciser le danger évoqué par l'idée en recourant à des rituels tantôt physiques, tantôt de façon moins visible, mentaux. La thérapie cognitive nomme ces derniers pensées neutralisantes. Ce mode de fonctionnement est la spécialité de ceux que J' appelle les cogitateurs. À partir de ce modèle, la thérapie cognitive met en place deux démarches. Une technique dénommée restructuration cognitive. On peut la résumer ainsi. On apprend d'abord au sujet à ne plus lutter contre l'idée, ce qui contribue à faire baisser sa virulence. Ensuite, on apprend au sujet à repérer et distinguer les pensées intrusives, les pensées automatiques et les croyances profondes, puis, par une démarche quasi-socratique, à les évaluer, à repérer les raisonnements faux ou paralogiques et à les dédramatiser. La thérapie utilise aussi la technique du flooding. Le flooding consiste à exposer le sujet à l'idée obsédante en saturant le thème obsédant par une exposition en imagination. C'est une technique d'immersion permettant au sujet de s'habituer au thème obsédant. Que penser de cette approche et que dire de son efficacité ? D'un point de vue théorique, cette théorie qui donne une origine strictement idéique au TOC est séduisante. Mais elle n'explique pas vraiment la dynamique de la formation de l'idée. Elle explique le comment, le processus de dramatisation mais pas le pourquoi,
origine et finalité. Bien des sujets présentent les croyances incriminées et ont tendance à dramatiser mais sans forcément développer des TOC. D'autre part, l'irrationalité des idées offre une telle résistance qu'elle paraît trouver sa force dans autre chose que dans le cognitif. Enfin, la théorie n'explique pas cette particularité du TOC sur laquelle j'insiste constamment. L'obsessionnel ne se sent pas seulement responsable d'être la cause d'un malheur pour autrui, mais il ne s'en trouve affecté que dans la mesure où ce malheur mobiliserait son agressivité. La référence au schéma ancien n'explique pas pourquoi c'est un certain type d'idées qui exclusivement ont tendance à être renforcées, celles qui touchent à l'agressivité. D'un point de vue pratique. D'abord, que disent les auteurs à ce sujet ? Beaucoup d'auteurs admettent que la restructuration cognitive est une entreprise difficile, d'autant plus difficile à évaluer qu'elle est utilisée conjointement avec d'autres techniques. Il y a plus. En proposant de restructurer les pensées, la thérapie cognitive, le thérapeute ne tombe-t-il pas en quelque sorte dans le panneau de l'intellectualisation que Nietzsche avait bien dénoncé à propos de la psychanalyse ? En restructurant, on reste toujours dans le domaine de la pensée dont à mon avis il s'agit à tout prix de se sortir. D'autre part, le travail de restructuration cognitive présente un côté systématique aussi rigide que la pensée obsessionnelle. Quant à la technique du flooding qui expose le sujet directement à ses craintes, la pensée de jeter son bébé par la fenêtre, la peur de violer un enfant, la peur que les parents aient un accident, la peur d'être contaminé par de la saleté, elle est souvent jugée fastidieuse, fatigante pour le patient et pour le thérapeute. Elle peut aussi donner des états d'âme au thérapeute, qui voit son patient exposé à des faits immoraux douloureux, à de pénibles souffrances, pour des résultats aléatoires. Quelles sont mes observations à ce sujet ? J'ai la profonde conviction que l'origine du TOC n'est pas cognitive, même si le TOC se donne à voir comme un processus cognitif. La force de l'idée ne vient pas de la dramatisation, mais d'autre chose. J'inverse le schéma. Le sujet va chercher dans son histoire de quoi cogiter et surcogiter, puisque c'est là le champ sur lequel il se situe désormais. Il fuit le contact avec le problème, il le recouvre d'un voile, il place un écran protecteur. Plus le sujet dispose de schémas profonds, plus il aura le moyen de dramatiser et ainsi de nourrir le feu de sa cogitation. Voici comment je me situe par rapport à ce modèle. A. D'après mon expérience, le travail de restructuration de la pensée peut atténuer à coup sûr la force les idées obsessionnelles. Il apporte de la réassurance provisoire, mais superficiellement et momentanément. La thérapie cognitive rate sa cible quand elle pose le problème en termes de vérité. Le problème n'est pas un problème d'appréciation de la vérité, mais un problème d'hypersensibilité cognitive. B. Je conserve de la thérapie cognitive l'idée bien mise en évidence par Rachman. Il ne sert à rien de lutter contre l'idée, on ne fait que la renforcer, il ne sert à rien de surcogiter, cogiter ne sert qu'à cogiter davantage. On connaît l'expérience de la pensée des ours blancs qu'on cherche à chasser de sa pensée et qui s'impose inexorablement. Le refus provoque le rebond. C. Il me semble également judicieux de montrer aux patients que l'hypercogitation crée une hypersensibilité à certains thèmes. Deux métaphores illustrent le processus. Celle de l'ornière. Quand une ornière est creusée, le véhicule retombe inexorablement dans la trace, celle du curling. Plus on frotte devant le galet, plus il poursuit sa route sur la glace. Lors d'un stage récent, un participant me faisait remarquer que les pensées fonctionnent comme des allergogènes alors qu'ils ne sont que des leurres. La focalisation et la surcogitation dramatisante sont les mécanismes par lesquels un sujet construit une hypersensibilité par exposition continue à certaines idées. Il est impressionnant de voir comment certains patients passent des centaines d'heures à penser la même chose. Le sujet construit son malheur. La conséquence est dramatique. Par ailleurs, je n'utilise pas le flooding avec lequel je suis mal à l'aise. Certes, de cette exposition, on attend une habituation ou des effets paradoxaux. On peut être sans état d'âme pour faire imaginer à son patient des scènes futiles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.